formation-là est enregistrée. Vous pourrez trouver à la fin des instituts, à peu près une semaine ou deux après les instituts, là, vous pourrez trouver l'enregistrement de la formation sur le site web des instituts. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Simone Saint-Pierre, la directrice formation continue du Centre Franco. Donc, je gère surtout les cours de qualification additionnelle, puis je supervise nos excellents coordonnateurs, Denis Tardif qui s'occupe de l'équipe provinciale tactique et Louis Houle qui coordonne les instituts, donc les instituts d'été, d'automne, d'hiver et les instituts continus, ainsi que les conférences pédagogiques. Donc, je vous invite là à compléter le formulaire de présence si ce n'est déjà fait. Puis, je cède la parole à Pascal Lefebvre, qui est un orthophoniste de formation, qui va vous donner une excellente formation ce matin. Je remercie le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour le financement du projet. Et évidemment, je vous remercie tous d'être ici ce matin et surtout, M. Lefebvre, merci de partager votre expertise. Je vous souhaite une excellente formation. Je vais être ici dans le chat si vous avez besoin d'aide aussi. Je remets mon numéro de téléphone. Donc, je vais fermer mon micro, mais je serai ici là, tout le long de la formation. Bonne formation. Oui, merci Simone et merci au Centre Franco pour l'invitation. C'est un plaisir de vous voir ce matin, en ce lundi matin. Je vais vous parler aujourd'hui de la lecture et de l'écriture interactive enrichie, qui est mon expertise depuis une bonne quinzaine d'années, qui a démarré avec mon projet de recherche de doctorat. Et avant de commencer, j'aimerais juste faire une reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous retrouvons, connus comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Je vous rappelle aussi que la documentation que je vais vous partager à la fin, vous pouvez la réutiliser si vous voulez parler de la lecture interactive enrichie à d'autres personnes dans votre entourage. Vous n'avez pas besoin de me contacter pour me demander la permission. Je vous demande juste de ne pas le vendre, la documentation. Et vous pouvez même la recycler si vous avez besoin d'utiliser la documentation. Je n'y vois pas d'inconvénient. Donc, je m'appelle Pascal Lefebvre. Je suis formateur et consultant en éducation et en orthophonie. Comme Simone l'a précisé, je suis orthophoniste de formation au Québec et en Ontario. J'ai été professeur-chercheur pendant une quinzaine d'années dans les programmes d'orthophonie de l'Université d'Ottawa puis de l'Université Laurentienne. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages scientifiques de vulgarisation scientifique, surtout sur la prévention en littératie. Et donc, je sais qu'il y a le formulaire de présence, donc je vous rappelle de ne pas oublier d'indiquer votre présence sur le formulaire de présence. Je sais que Simone l'a mis en ligne tantôt, puis elle pourra le remettre en cours de route si jamais vous avez, je vais pouvoir le remettre tout de suite. Si jamais vous avez des questions un peu plus techniques, vous pouvez quand même utiliser le chat pour nous poser des questions. Je sais que Simone va toujours garder un œil dessus. Et pour aussi, si vous voulez me poser des questions pendant la formation, allez-y, utilisez le chat. Ça va être la façon la plus simple pour moi. OK? Donc, je vais peut-être juste demander de fermer vos micros parce que je vais juste fermer les micros. Allô, Stéphanie? C'est quoi ta formation? OK. Donc, désolé, je vois qu'il y avait des gens qui ont ouvert leur micro. J'ai fermé les micros de tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous compreniez au moins ce que c'est la lecture interactive enrichie. Et plus spécifiquement, j'aimerais beaucoup que vous soyez capable d'identifier les contenus d'apprentissage qui peuvent être ciblés par les activités de lecture et d'écriture interactive enrichie. Et selon les niveaux scolaires de vos élèves, donc je vais me concentrer surtout pour maternelle jardin, première et deuxième année. Je vais aussi, juste un instant, donc je vais vous demander de garder vos micros fermés.
parce que ça va déranger la formation. Merci. Et j'aimerais aussi que vous soyez capable, à la fin de la formation, d'expérimenter l'animation d'activités de lecture et d'écriture interactive enrichie dans vos classes, si vous avez accès à une classe, ou sinon auprès d'élèves ou de vos propres enfants, si vous avez des enfants. Et une petite dernière chose, si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, nous avons le chat à notre disposition. OK? Pourriez-vous partager le lien des lectures, s'il vous plaît? Ça va arriver à la fin de la formation. Je vais vous envoyer le lien pour tout ce qui est en lien avec la documentation pour Paul, parce qu'il va falloir que je le partage 15 fois pendant la formation. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, la meilleure façon de comprendre la lecture interactive enrichie, c'est de vous faire un exemple. Donc, je vais vous faire un exemple qui est plus destiné à des jeunes de maternelle jardin. Et ce que je vais faire, je vais vous lire une histoire. Donc, vous voyez, je vous ai apporté ce matin mon livre que j'utilise depuis une quinzaine d'années. C'est un livre qui est indémodable, selon moi. Un livre qui a attiré mon attention parce que c'était publié par les éditions Les Albums du Père Castor. Et lorsque j'étais petit, je sais que j'adorais les albums du Père Castor et ça existe encore. Une autre chose aussi, le titre a piqué ma curiosité, puis évidemment, l'illustration. Regardez, j'ai vu ce gros loup avec des mitaines, on dirait que c'est l'hiver. Et le titre, c'est écrit le plus féroce des loups. Ben oui, on le voit, le titre est écrit en haut, en gros, et on voit que l'auteur a écrit le mot féroce, que je suis en train de vous montrer avec ma souris. Le mot féroce, il l'écrit en gros parce qu'il voulait que je change ma voix. Il voulait que je dise que c'était le plus féroce des loups en prenant une grosse voix féroce. Ça, c'est l'idée de Sylvie Poilevé. Sylvie Poilevé, son nom est juste ici. Tiens, je vais te l'entourer en rouge pour que tu le vois bien. Voilà. Vous voyez, ici, on voit le nom de Sylvie. Sylvie, c'est le nom de l'auteur. On peut dire aussi une autrice, lorsque c'est une femme. Et cette autrice a eu une bonne idée, écrire une histoire de loup. Et on va voir qu'elle a écrit tous les mots de l'histoire. Puis elle n'a pas travaillé seule, elle a travaillé avec Olivier Talek. Son nom est écrit juste en dessous. Donc, lui, c'est l'illustrateur. C'est lui qui a fait les illustrations, donc les images, comme celle de la page couverture. On voit le loup qui a l'air féroce. Et là, je me suis dit, je crois que c'est un loup qui risque d'aller dévorer d'autres animaux. Parce que moi, j'ai déjà vu des histoires de loups, j'ai déjà entendu des histoires de loups. Et dans les histoires de loups, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils essaient de dévorer comme les trois petits cochons dans l'histoire des trois petits cochons, ou il a même dévoré une grand-mère dans l'histoire du petit chaperon rouge. Donc, c'est un personnage qu'on voit souvent dans les histoires, puis il est toujours menaçant, il est toujours féroce, il a l'air méchant, il a l'air un peu dangereux. Donc, on va aller voir ce que Sylvie nous a réservé comme surprise. Mais juste avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le titre. Oui, dans le titre, dans le mot féroce, il y a une lettre dont je veux parler aujourd'hui. On a déjà vu la lettre O ensemble. La lettre O est ici. Je vais l'écrire par-dessus. Là, le O, il est ici. On a aussi la lettre E. On l'a vu, la lettre E, le être. Donc, on a un O minuscule, un E minuscule. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle lettre dont on n'a pas encore parlé dans la classe, c'est le R minuscule. Le R minuscule, il est juste ici, vous le voyez, c'est le R minuscule dans le mot féroce. Il y a beaucoup de lettres, mais cette lettre-là, c'est une lettre dont on va parler aujourd'hui. Et vous savez, le R minuscule, là, il existe dans le nom de plein de gens. Ben oui, comme moi, dans mon nom de famille, Lefebvre, j'ai un R minuscule. Marie-Ève, elle en a R minuscule, oui, dans son prénom. Véronique aussi. Myriam en a un aussi. Karima. Donc, on a plusieurs personnes qui ont un R minuscule. Donc, c'est utile de connaître son nom, puis aussi de l'écrire, cette lettre-là. Si on veut écrire la lettre, les noms de tous nos amis dans la classe. Donc, pour bien se rappeler comment on écrit, je vais vous montrer comment on l'écrit, cette lettre-là. Ça va aussi nous rappeler de quoi elle a l'air, la lettre. Donc, ça, c'est les trottoirs qu'on utilise dans notre classe. Puis, on sait que lorsqu'on veut écrire la lettre R, c'est un R minuscule, ça va se passer entre les deux lignes pleines. On ne dépassera pas ces lignes-là lorsqu'on va écrire le R minuscule. Puis, on l'écrit avec deux traits, le R minuscule. Mon premier trait, je vais le faire devant vous, c'est juste de haut en bas, entre les deux lignes. Ouais, ça, c'est mon premier trait. Je ne lève pas mon crayon, puis je vais faire mon deuxième trait qui remonte, mais qui fait une petite courbe vers la droite juste avant de toucher à la ligne du haut. Tu vois, ça, c'est le R minuscule.
Ce que j'aimerais, c'est que tu le fasses aussi avec ta main préférée. Ça peut être ta main droite ou ta main gauche. Donc, tu peux le faire en même temps que moi. On va faire un autre R minuscule ensemble. On le fait tout le monde ensemble. Un beau R, c'est ça, un trait vers le bas. Et on remonte vers le haut et on fait une petite courbe vers la droite. Oui, c'est toujours du même côté. Il faut toujours le faire vers la droite, hein, le petit toupette du R. Ben oui. Donc, le R minuscule, il va être utile à apprendre à écrire. Et vous vous souvenez, hein, lorsqu'on veut écrire le R minuscule, ce que je vous demande souvent, c'est de l'écrire de mémoire. Donc, ce que je vais faire, je vais juste fermer mon tableau. OK, faites-moi des R minuscules de mémoire maintenant, sans la copie. Faites-moi des beaux R minuscules. Ouais, c'est ça, vous faites des beaux R minuscules. Parfait. Donc là, vous allez être capable de vous rappeler de quoi elle a l'air, hein, de son nom, le R minuscule, puis aussi vous allez vous rappeler de comment on l'écrit, puis on va la voir souvent cette semaine, cette lettre-là, puis on va l'écrire souvent. OK, je pense qu'on est vraiment prêt à entendre l'histoire hein, maintenant, donc on y va. On a encore le titre, je vais grossir un peu le livre pour que vous le voyez mieux. Oh, encore le plus féroce des loups, hein? Avec notre R minuscule qui est ici. On a encore le nom de Sylvie puis de Olivier, les auteurs et illustrateurs du livre. Ah, enfin, là, je peux commencer mon histoire. Habituellement, je lis la page de gauche, mais il n'y a pas de texte, il y a seulement les illustrations. Hein? L'illustration que Olivier a fait, je vois que l'illustrateur dessinant le loup qui se promène dans la forêt. Il a l'air encore très féroce, il montre toutes ses dents. Il y a des oiseaux dans la forêt, c'est l'hiver, hein, il se promène. Parce que pour mieux comprendre l'histoire, je vais aller lire le texte qui se retrouve à droite. Hein, je ne peux pas lire à gauche, donc il faut que je lise le texte. Puis je vais vous faire un petit point ici, ça montre où est-ce que je vais commencer à lire. Puis je vais suivre avec mon petit point rouge, comme ça, vous allez savoir où est-ce que je suis rendu. Puis vous allez voir que je lis toujours de gauche à droite. Puis ensuite, je passe à la ligne suivante et je vais faire ça jusqu'en bas de la page. Ça va? Donc, on va apprendre ce que Sylvie a écrit sur l'histoire du loup. On y va. Par un grand froid d'hiver, un gros loup velu, aux longues dents pointues, sort de sa tanière. Oh! Et dans cette phrase-là, là, Sylvie, elle a écrit le mot velu. Elle a dit que le loup était velu. Elle a dit que c'était l'hiver. On l'avait vu sur l'image. Elle a dit qu'il y avait des dents pointues. On l'avait vu sur l'image. Mais elle a dit que le loup était velu. Ça, c'est un mot qu'on entend, on n'entend pas souvent. Hein? On le lit plus dans les livres, ce livre-là, ce mot-là. Hein, souvent, il y a des mots comme ça là, qu'on se retrouve plus souvent dans les livres et qu'on n'entend pas lorsqu'on parle. Parce qu'habituellement, quand on parle, on ne dit pas un loup velu, on dirait un loup poilu. Ça veut dire un loup qui a du poil. Et tu le vois sur l'image. Tu vois-tu cette petite fourrure ici là, qui dépasse? Hein? Il y a une fourrure noire. Et ça montre qu'il y a des poils. Donc, on peut dire qu'il est poilu. Mais Sylvie a trouvé un beau mot pour le dire. Il est velu. J'aimerais bien qu'on dise le mot velu ensemble. Hein? Le loup, il est comment? Il est velu. Oui, on le dit ensemble, on va le dire en tapant des mains maintenant. Et on y va? Velu. Ouais, ouais. Hey, on a tapé 2 fois des mains, ça veut dire que c'est un mot qui a 2 syllabes. Oui, parce que quand on dit les mots en tapant des mains, ça nous dit il y a combien de syllabes dans le mot. Donc, le mot velu a 2 syllabes. C'est un mot qui a juste 4 lettres, on le voit, hein? Mais c'est un mot qui a 2 syllabes. Wow! Bien, pour se rappeler de velu, pense à ton chien, si tu as un chien ou un chat, ou peut-être que tu as un hamster à la maison, ou peut-être que tu en connais des gens qui ont des animaux à la maison, mais souvent ces animaux-là ont du poil. Fait qu'on peut dire que le chien est velu, qu'un chat c'est velu, qu'un hamster c'est velu. Ah, une perruche, non, ça ne marche pas. C'est pas velu. Ben oui, c'est vrai, hein, Laurence, toi, tu as une perruche chez toi, mais une perruche, ça n'a pas des poils, hein, ça a des plumes. Fait qu'on ne peut pas dire qu'elle est velue. On dit qu'elle a des plumes. Hein. Les oiseaux ne sont pas velus. Ici, on l'en voit, hein, ils ont des plumes. Ils n'ont pas de la fourrure, ils n'ont pas du poil. Donc, les oiseaux, eux autres, ne sont pas velus. Ben non. OK, mais pour se rappeler encore plus du mot velu, j'ai une idée. On va faire semblant, OK, qu'on va aller marcher dans une forêt puis qu'on va attraper un animal. Puis il va falloir marcher dans la forêt tranquillement. Si vous faites trop de bruit, les animaux vont se sauver. Hein? Donc, on va se lever debout, puis on va aller attraper un animal. Puis lorsqu'on l'aura attrapé, vous viendrez vous asseoir à votre place. Puis moi, je vais regarder, puis je vais vous demander, c'est quoi l'animal que vous avez attrapé? Puis on va vérifier ensemble s'il est velu ou bien s'il n'est pas velu, hein? S'il a des poils ou s'il n'y en a pas.
Vous êtes prêts? OK? Donc, on va se lever debout, oui. Et là, on va marcher dans la forêt. Il faut lever ses genoux très haut, hein, parce que lorsqu'on marche dans la forêt, hein, surtout quand c'est l'hiver comme ça, il y a de la neige, puis on marche, oui, comme ça, on peut prendre la classe comme si c'était une forêt. Et quand je vais dire go, vous allez courir et attraper un animal et l'apporter sur le tapis devant moi, puis je veux voir ce que vous avez attrapé. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, oui, il va, il va. Et moi, j'ai attrapé quelque chose. Oh, oui, tu sais, viens t'asseoir. Oui, Jeannette, viens t'asseoir. Non, Nathalie, va pas courir dans le corridor. Attends un petit peu. Viens. Oui, viens. Amène ton animal. C'est ça, Marie-Ève. Très bien. Sonia, viens t'asseoir ici. On reprend nos places. Parfait. Wow! Vous avez attrapé des animaux. J'aimerais bien que vous utilisiez le chat pour me dire quel animal vous avez attrapé. En tout cas, moi, j'ai attrapé un renard. Et un renard, ça a une fourrure. Si je le flatte, il y a du poil. Donc, le renard, il est velu. Mais oui. Marquez dans le chat pour voir ce que vous avez attrapé. Oh, un lièvre, un raton laveur, un lapin. Plusieurs ont attrapé des lapins. Hein? Ben oui, c'est l'hiver. Souvent, on les voit. Puis lorsqu'on attrape ces animaux-là, hein, si vous les touchez, vous allez voir, ils ont du poil. Ça veut dire qu'ils sont velus. Oui. Il y en a qui ont attrapé des lièvres. Mais oui, habituellement, c'est plus des lièvres qu'on attrape dans la forêt. Il y en a un qui a attrapé une poule. Ah, il y en a une qui a attrapé une poule. Ben oui, une poule, c'est pas velu. Ben non, tu as raison. Une girafe. Ben oui, c'est un petit peu de poil. Hey, tu as une forêt spéciale, toi, chez toi, tu attrapes des girafes, hein? Une souris, une marmotte. Ah, oh, Simone a attrapé une loutre. Moi, j'aime ça, les loutres. Ah, c'est vraiment velu, hein? Ça a des poils, les loutres. Un castor aussi. Vous connaissez beaucoup d'animaux, hein? Bravo. Donc, maintenant, on connaît bien le mot velu. On va prendre notre animal, on va le laisser partir dans la forêt. Oui, comme ça. Ah, Pauline avait attrapé un canard. Wow, c'est bien. Hé, mais si je relis la phrase, maintenant on comprend mieux le mot velu. Écoute bien. Par un grand froid d'hiver, je suis avec mon hein, par un grand froid d'hiver, un gros loup velu, aux longues dents pointues, sort de sa tanière. Il a faim, une faim de loup. Gare à vous, voilà le plus féroce des loups. Pépi, les petits oiseaux. Ben oui, les oiseaux pépi, ça veut dire qu'ils parlent puis ils disent à tout le monde de sauver. Gare à vous, il y a un loup méchant qui arrive dans la forêt. OK, je vais arrêter mon histoire ici. Une petite pause ici. Donc, déjà, je vous ai fait juste 2 pages. Je ne serais pas obligé de faire tout ça sur les 2 pages que je viens de faire, la page couverture et sur la première page. Mais ça vous donne un peu un extrait à quoi peut ressembler la lecture interactive enrichie. Puis, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Puis, j'aimerais ça que vous puissiez, après la formation, être capable de réutiliser certaines des techniques que j'ai utilisées pour mieux les intégrer. Donc, vous voyez que tout d'abord, la lecture interactive enrichie, hein, c'est vraiment qu'est-ce que c'est, puis on l'appelle la LIE, hein, la lecture interactive enrichie. C'est un contexte de plaisir, c'est ce qu'on veut. Gardez vos habitudes de bonnes animations des livres, gardez votre sourire, votre amour des livres. Ça, c'est la base qui est importante. Puis je dis toujours que la lecture, c'est le contexte d'apprentissage. Ça devient un contexte naturel, un contexte ludique, un contexte très authentique pour apprendre à propos de la lecture et de l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la lecture. 2, interactive, parce que comme vous voyez, je crée des interactions verbales. Il y a énormément de communication verbale pendant l'histoire. Donc, je ne demande pas vraiment aux élèves de s'asseoir et d'écouter, de ne rien dire. Ce que je demande aux élèves, c'est oui, parfois tu écoutes, mais oui, parfois je te demande des choses. Puis même parfois, toi, tu as peut-être des informations à me donner, puis tu as peut-être des idées, puis tu peux les partager avec moi. Cette communication orale-là, toujours dans les limites vraiment de l'apprentissage et de la communication en groupe, hein, on le sait, il faut apprendre à prendre son tour, il faut écouter les autres lorsqu'ils parlent. Nous aussi, il faut attendre notre tour. Donc, tout ça fait partie des règles de communication qu'on apprend. Donc, on crée une interaction verbale entre l'adulte et les élèves. Et cette interaction verbale-là, ça va être le véhicule pour faire des apprentissages. Et c'est l'aspect enrichi. Donc, vous voyez, j'ai ajouté une bulle au-dessus de la tête de l'adulte qui dit ABC parce que l'adulte en profite pour faire des enseignements explicites. Si vous voyez, j'ai été explicite. Ça veut dire que je n'ai
presque pas poser de questions aux enfants sur les apprentissages que je veux leur faire faire. Comme par exemple, j'ai montré la lettre R. Je n'ai pas demandé c'est quoi la lettre, comment elle s'écrit. Je le montre parce que je veux leur demander plus tard. J'ai aussi expliqué le titre, j'ai expliqué aussi l'auteur, l'illustrateur, dans quelle direction je lis. J'ai expliqué le mot velu, hein, vous avez vu ça. Et tout ça fait en sorte que j'ai montré des choses. C'est l'aspect enrichi. Et oui, éventuellement, je vais poser des questions aux élèves, mais pas tout de suite. Lorsque je lis le livre la première fois, parce qu'on va parler aussi du fait que la lecture interactive enrichie nous incite à utiliser un livre plus d'une fois, ben, en fait, cette première lecture-là est très, très importante pour enseigner des choses. Et vous voyez que quand même, j'utilise, puis je leur pose des questions, je fais appel à eux, surtout par le mime. Hein. Vous avez vu, on a mimé une histoire autour du mot velu. Ça a fait appel à leur imagination, ça a fait appel aussi à leur connaissance. Hein. Donc, les animaux qu'ils pourraient retrouver dans la forêt, ça, c'est intéressant. Fait qu'on a pu discuter de ça. Puis c'était intégré dans l'histoire. Puis ça m'a permis aussi de mieux approfondir l'apprentissage du vocabulaire et entre autres ici du mot velu. Si jamais vous voulez voir une capsule vidéo qui explique c'est quoi la lecture interactive enrichie, il y a l'organisme TA à l'école, donc qui est l'Association ontarienne des troubles d'apprentissage. Ils ont produit une belle capsule vidéo. Je ne vous la montrerai pas ici, mais je vous les ai mis les liens à la fin sur les diapositives auxquelles vous aurez accès un peu plus tard et vous pourrez aller le voir. Ça peut être intéressant des fois lorsqu'on va en parler à quelqu'un, d'envoyer le lien. Regarde, ça, c'est de la lecture interactive enrichie. Et évidemment, notre programme, pour créer ça aussi, on s'est beaucoup inspiré des contenus d'apprentissage qui sont dans le programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Et tout récemment, puis on s'est assuré qu'on était vraiment en lien avec ça. Il y a eu l'enquête, le rapport Le droit de lire qui a été publié, qui a recommandé qu'on enrichisse un peu les curriculums en Ontario, autant pour maternelle jardin que pour première et deuxième année, parce qu'ils veulent être sûrs que l'apprentissage au niveau des connaissances fondamentales, puis on va en reparler un petit peu plus loin, donc tout ce qui aide, entre autres, à décoder les mots, ce soit bien enseigné dès qu'ils sont petits, puis qu'il y ait les bases nécessaires pour pouvoir bien décoder les mots en première et deuxième année. Donc, on s'est assuré aussi que les contenus d'apprentissage qui ont été clairement ciblés dans ce nouveau guide qui vient d'être publié cette année, puis qui touche maternelle jardin première et deuxième année, ben, on s'est assuré aussi que dans la lecture interactive enrichie, on puisse cibler autant les habiletés de langage qui sont importantes, comme vous avez vu le vocabulaire ici, mais autant des habiletés aussi plus précises. Donc, on va parler par exemple de conscience phonologique, du nom des lettres, etc. Donc, pour bien résumer un peu ce que j'ai fait, je vais décortiquer certaines parties certaines de mes techniques que j'ai utilisées. Puis, je vous demande de me suivre, puis vous allez voir qu'à la fin, je vais vous offrir comme un aide-mémoire des choses importantes qu'on peut faire qui tient seulement sur une page, puis qui vous permet aussi de vous rappeler des choses importantes qu'on peut travailler vraiment en lecture interactive enrichie au niveau de maternelle jardin. Donc, vous voyez que je veux cultiver le plaisir de lire. C'est pour ça que je lis des histoires, c'est pour ça que j'utilise la littérature jeunesse. Je sais que dans les instituts d'été, on parle beaucoup de l'utilisation de la littérature jeunesse et je m'inscris dans ce mouvement parce que c'est un outil de média culturel en français. Puis on en a besoin en Ontario pour développer le goût aussi de la lecture. Et on peut le faire avant, pendant et après la lecture. Hein? Vous avez vu qu'avant la lecture, j'ai démontré une attitude, j'ai dit que je l'aime ce livre-là, j'ai exprimé ma curiosité, comment je voulais l'explorer, le livre, le titre a attiré mon attention, l'illustration aussi. J'ai aussi prédit à partir de mes connaissances ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, je sais, par exemple, qu'il y a d'autres histoires de loups. J'ai utilisé ces connaissances-là pour prédire un peu ce qui va se passer dans notre histoire. Vous voyez que j'ai utilisé beaucoup les intonations, ma voix. J'utilise ce que l'auteur aussi me met dans le texte pour me dire de moduler ma voix. Je peux même ajouter des effets sonores si je veux.
J'ajoute des mouvements, de l'expression faciale. Je veux être sûr que les enfants, mon non-verbal reflète bien ce qui se passe dans l'histoire, surtout pour nos jeunes qui sont apprenants de la langue. Ça va donner un indice supplémentaire. Et je favorise l'interaction. Ça veut dire que si, par exemple, Anne-Marie voulait parler pendant l'histoire, je ne vais pas bloquer ces interactions-là. Je vais aller les encourager. Même si ça allonge le temps d'histoire, c'est important que la communication verbale, comme on a dit, soit bien intégrée. Et après la lecture, lorsque j'ai terminé mon histoire, habituellement, c'est moi qui dis « Oh, j'ai adoré mon histoire le plus féroce des loups. Hein? » Cette histoire-là, tiens, j'ai le livre ici, c'est vraiment une de mes histoires préférées. À chaque fois, je la relis. Ça me donne le goût de la relire encore et encore. Puis ça m'a permis d'apprendre plusieurs choses. Hein? Oui, on a appris ensemble comment on écrit et comment s'appelle la lettre R minuscule. On a appris velu, hein, que c'est un nouveau mot qu'on a appris, qu'on pourrait réutiliser, même quand on écrit. Hein, on pourrait décrire son chien préféré puis dire que mon chien est velu. Hein, donc, ça peut être quelque chose qu'on peut écrire éventuellement. On a même appris hein, qu'on lit, puis aussi on écrit de gauche à droite. On a appris beaucoup de choses hein, dans notre histoire aujourd'hui. Et je pense que je vais le garder hein, parce que moi, vraiment, je vous ai dit, hein, les albums du Père Castor, c'est toujours mes coups de cœur. On dirait que c'est ma collection de livres préférés. Donc, vous voyez, j'essaie qu'après la lecture, de partager, moi, comme adulte, et de modéliser à quoi ressemble une appréciation de toute cette lecture-là. Donc, les enfants, à force de vous entendre, vont vouloir aussi le dire eux. Au lieu de leur poser la question, vous allez voir, ça va donner des bons modèles. Mais surtout, relire le même livre. Donc, souvent, je vais arriver le lendemain et dire on va relire notre histoire le plus féroce des loups. Je l'ai tellement aimé. Et vous allez voir que réutiliser le livre plus d'une fois, et la recherche le suggère aussi, ça permet, d'ancrer le vocabulaire de façon plus profonde. Donc, ça crée un apprentissage plus en profondeur. On sait qu'environ au moins 3 lectures d'un même album est nécessaire pour que la majorité des élèves apprennent un nouveau mot de vocabulaire. Et on sait que relire une même histoire, oui, il y en a qui disent, ouais, mais les élèves se tannent. On n'est pas obligé toujours de la lire de la même façon. Souvent, moi, je la relis une deuxième façon où je fais des erreurs. Puis là, il faut qu'ils découvrent mes erreurs. Ou je pourrais relire maintenant en posant des questions pour leur dire, maintenant, vous connaissez mon histoire. Et même parfois, je demande à des élèves de venir avec moi en avant, de tenir le livre, de suivre avec leurs doigts pendant que je lis, où je leur demande vraiment des choses que j'ai montrées dans des lectures précédentes. Montre-moi le R minuscule. Tiens, va l'écrire au tableau. Tout le monde, on va l'écrire avec José, hein, qui va nous montrer aujourd'hui comment s'écrit le R minuscule. Donc, d'emmener les élèves à être le co-lecteur avec moi, évidemment, ils ne savent pas lire, mais les petits enseignements que j'ai faits, c'est eux qui pourraient les faire aux élèves. Donc, ça, c'est vraiment une belle façon de réutiliser le même livre et vous allez développer le sentiment de compétence des jeunes. Donc, ils vont se sentir efficaces avec ce livre-là. Puis, ce qu'on a remarqué dans les classes, c'est lorsqu'on utilise un même livre et qu'on le met dans le coin de lecture après des lectures comme 3 ou 4 lectures d'un même album, les élèves souvent vont avoir le goût de retourner au coin de lecture parce que c'est un livre sur lequel ils ont beaucoup de compétences. Donc, ils ont le goût de le regarder encore, ils le connaissent bien, ils vont même parfois réciter des phrases qu'ils ont appris par cœur de l'histoire, parce que moi, il y a des phrases répétitives dans mon histoire. On a même vu des enfants anglophones commencer à parler français dans le coin lecture en voulant lire l'histoire, parce que c'est une expérience qu'ils ont vécue en français, puis ils ont le goût de la reproduire en français aussi. Donc, relire le même livre, rappelez-vous, les mamans ici dans la salle, ben vous avez peut-être eu des enfants qui vous ont demandé de relire et de relire Le Roi Lion jusqu'à ad nauseam, hein? Donc on n'est plus capable de le raconter. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sentent bons dans cette histoire-là, ils sentent la compétence. Donc, la motivation à la lecture, le facteur le plus déterminant, c'est le sentiment de compétence. Donc, s'ils se sentent bons dans les livres, ils vont avoir le goût de les regarder encore et encore. Donc, c'est vraiment un moteur de la motivation à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, la deuxième chose, donc la première chose, c'était d'éveiller l'intérêt ou la motivation autour de l'écrit. Mais la deuxième chose, c'était aussi tout ce qu'on appelle parfois les concepts relatifs à l'écrit. Hein? Il y en a qui vont appeler ça la conscience de l'écrit. Et comment j'ai fait ça? J'attire l'attention non seulement sur les images, mais aussi sur le texte. Les études démontrent que les yeux des enfants se posent
presque uniquement sur les images si on ne leur demande pas de regarder le texte. Et en posant les yeux sur le texte, j'ai pu leur montrer comment je manipule un livre, j'explique où est le titre, à quoi il sert, je nomme le nom d'une lettre, je leur montre comment l'écrire. Tout ça, j'ai pu faire ça sur la page couverture. Nommer l'auteur, l'illustrateur, expliquer leur rôle. Puis vous voyez, j'explique le rôle de l'auteur et de l'illustrateur tout au long du livre. Ah, c'est Sylvie qui a pensé à ce mot-là. Ah ben oui, je regarde ici, c'est l'illustrateur qui a fait le loup ici. Donc, de ramener aussi ces idées-là tout au long du livre, c'est important. Et vous avez vu aussi que j'expliquais que ce n'est pas les images que je lis, les illustrations, ce sont vraiment les mots, ce qu'il y a dans le texte. Je leur montre où je commence à lire, je leur montre dans quelle direction je lis. Mais je pourrais faire d'autres choses avec les concepts relatifs à l'écrit. Comme par exemple, sur la page que vous voyez, je pourrais dire, par exemple, OK, regardez bien ici, il y a des choses spéciales dans ce texte-là. Vous voyez, il y a plusieurs mots sur la page. Vous voyez, comme le premier mot ici, il y a juste 3 lettres dedans. Puis des fois, j'ai des mots beaucoup plus longs, comme le mot moustachu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Vous voyez que pour écrire un texte, ça prend des mots, puis dans les mots, il y a des lettres. Ça, c'est vraiment important à savoir parce que bientôt, c'est vous qui allez écrire des textes. On va vous demander d'écrire des mots avec des lettres, mais oui. Donc, vous voyez qu'on a aussi des espaces entre les mots. Donc, je vais lire ce paragraphe-là, puis il y a d'autres choses aussi que je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Par ce grand froid d'hiver, un gros chasseur moustachu, au long fusil pointu, s'approche tout comme le loup de la clairière. Ben oui, on le voit ici, le chasseur moustachu avec sa moustache et le loup, pardon. Il s'approche de la clairière ici où il n'y a presque pas d'arbres dans le milieu de la forêt. Puis on voit des lapins, mais oui. Et on dirait qu'ils s'amusent. Je ne suis pas sûr s'ils ont vu le loup, puis s'ils ont vu le chasseur. C'est épeurant, ça. Là, l'auteur dit, là, 3 lapins tout doux s'amusent et jouent le derrière en l'air. Ah! L'auteur, vous voyez ici, elle a mis un tiret. Quand elle met un tiret ici, ça veut dire qu'elle veut que je change ma voix. Puis à la fin, c'est bien écrit, les mots ici, les petits oiseaux. Ce sont les petits oiseaux qui parlent. Donc, je vais dire avec une voix de petits oiseaux ce qui est écrit. Et il y a des points d'exclamation. Ça veut dire qu'il faut que je le dise avec beaucoup d'émotion. Ça va? Je vais vous montrer comment l'auteur veut que je dise ça. Voilà. Gare à vous, voilà le plus féroce des loups. Et puis les petits oiseaux. Ah ben encore les oiseaux qui disent la même chose, qui avertit tout le monde de se sauver. Gare à vous, ça veut dire faites attention. Donc, gare à vous, le loup s'approche. Donc, il avertit le lapin. Donc, vous voyez ici, donc, j'ai expliqué qu'il y a des mots qui contiennent des lettres, qu'il y a des espaces entre les mots. J'aurais pu montrer aussi qu'il y a des lettres majuscules, des lettres minuscules dans ce texte-là, puis que les lettres majuscules, souvent, c'est au début des phrases qu'on les retrouve, puis le reste, c'est souvent des lettres minuscules. J'explique aussi que les personnages parlent lorsqu'il y a des tirets, des guillemets, des bulles. Je montre que l'auteur me donne plein d'informations. J'ai même ajouté les points d'exclamation pour montrer que l'auteur me donne plein d'indices sur comment lire. Ça, ce sont des concepts de l'écrit qui sont importants pour la compréhension des textes plus tard. Parce que ne sachant pas c'est quoi un tiret, tu ne pourras pas comprendre qu'il y a un personnage qui se met à parler tout à coup, entre autres. Donc, vous voyez, il y a plein de concepts de l'écrit que je peux travailler. Mais une chose qui est importante, et vous le savez, c'est d'enrichir le langage. C'est pour ça qu'on lit des histoires. Donc, on veut expliquer le vocabulaire, les expressions, puis les phrases. Il y a certaines phrases parfois qui sont difficiles à comprendre, comme par exemple, Pépi les petits oiseaux, à la fin d'une phrase. On ne dit jamais ça, un verbe avec son sujet, comme ça à la fin d'une phrase. Ou par exemple, il fait froid, dit-il. C'est des structures de phrases qu'on pourrait dire, quand c'est écrit dit-il, ça veut dire il, le personnage, il dit ce qui est juste devant. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, c'est important de l'expliquer aussi parce que c'est des structures qu'on ne peut lorsqu'on parle. C'est des structures vraiment propres de l'écrit. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est vraiment du langage plus littéraire, plus formel dans les livres. Donc, enrichir ce langage-là est important, non seulement pour nos enfants francophones qui parlent déjà le français, parce que ça, c'est un niveau de langage un peu plus soutenu, ce qu'il y a dans les livres, même dans les albums jeunesse, mais surtout pour nos apprenants de la langue, qui, eux, se font moins lire d'histoires en français à la maison et parfois
aucunement. Donc, ils ont moins de chances d'être exposés à ce vocabulaire-là et pourtant, ils devront lire ce vocabulaire-là aussi dans quelques années. Rendus à environ 3e, 4e année, ils vont avoir du vocabulaire comme ça dans leur propre livre qu'ils vont lire de façon autonome. Donc, c'est important de leur enseigner à eux aussi, non seulement velu, mais aussi poilu. Ben oui, eux, peut-être poilus, ils ne savent pas, mais il faut montrer aussi velu. Il faut montrer les deux. Donc, pour nos apprenants de la langue, il est important de montrer non seulement le vocabulaire de base important pour la vie de tous les jours, mais aussi celui qui est plus enrichi pour la compréhension des livres. Donc, ils n'ont pas de difficulté langagière, ces enfants-là. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'exposition et nous, on doit augmenter cette exposition-là. Et vous voyez que lorsqu'on explique un mot dans une histoire, bon, je choisis souvent ces mots-là qu'on utilise peu à l'oral. Donc, j'en profite parce que, bon, des mots comme chaise ou table, je peux le travailler au quotidien, il y a des chaises ou des tables partout. Mais dans le mot velu, vraiment, mon livre est un beau contexte pour le travailler. Vous voyez, comme ici, dans la page que je vous présente, il y a l'expression « gare à vous ». J'ai dit que ça veut dire attention. Mais si je veux enrichir vraiment le vocabulaire autour de ça, j'ai utilisé des techniques. Puis les techniques, ce qui est vraiment important, c'est, oui, donner des synonymes, c'est bon, donner des définitions, puis ça, je pense qu'on le fait souvent. Hein? Comme par exemple, gare à vous, c'est quelque chose qu'on dit, par exemple, lorsqu'on veut dire attention à quelqu'un, pour que la personne fasse attention. On peut aussi l'utiliser dans d'autres contextes. Donc, le velu, je l'ai utilisé dans d'autres animaux, mais je pourrais dire aussi gare à vous, bien, il n'y a pas ici juste les oiseaux qui peuvent dire ça. Comme par exemple, lorsque tu quittes à l'école puis tu marches jusqu'à la maison, hein, peut-être qu'il y a le brigadier ou il y a un enseignant ou même tes parents pourraient dire gare à toi. Hein? Quand on parle à une seule personne, on dit gare à toi. Ça veut dire fais attention. Lorsque tu traverses la rue, regardez de côté, gare à toi. Donc, ou peut-être quand tu joues dans le parc, hein, peut-être quelqu'un pourrait dire à tous les enfants, OK, gare à vous, hein, faites attention, hein, parce que c'est glissant. Hein, ça peut, des fois, le matin, quand on arrive dans le parc, c'est un peu plus glissant, donc on peut tomber. Donc, on pourrait dire gare à vous hein, pour avertir de faire attention. De faire des liens avec des vécus des enfants. Donc, peut-être, toi, ça t'est déjà arrivé, quelqu'un te dise, oh, attention, fais attention. Mais cette personne-là aurait pu dire « gare à toi ». Ou parfois, les enseignants dans la cour de récréation, lorsqu'il y a de la glace par terre, ils disent « OK, gare à vous, il y a de la glace par terre ». Et ce qui est important aussi, ce n'est pas de parler seulement du sens ou de son utilisation, comme là, je viens de parler dans quel contexte on peut l'utiliser, mais c'est aussi de le faire répéter à voix haute, de le faire dire immédiatement aux enfants, comme on va le dire ensemble. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils disent les oiseaux? « Gare à vous ». On le dit ensemble? « Gare à vous ». Puis je le fais en tapant des mains, même parce que de parler de comment il se dit, il y a combien de syllabes dans ce mot-là. Je montre même le mot, les lettres, même s'ils ne savent pas lire encore, pour vous dire, regarde, c'est un mot important. Je le montre sur l'image aussi. Comme ici, je pourrais dire, regardez, on le voit, là, ils sont en train de crier gare à vous aux petits lapins qui sont ici parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir vu le loup et le chasseur qui s'approchent d'eux. Et de faire un mime. Mimer gare à vous, c'est difficile. Ou de mimer velu, c'est difficile. Donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que je crée une situation, une petite scénette. On se lève debout. C'est important de faire ça dans les histoires parce qu'il faut vraiment que les enfants se rappellent du vocabulaire et aussi que c'est un moment de plaisir. Un enfant, ça ne peut pas rester assis pendant 20 minutes pour écouter une histoire. Mais je peux vous dire que lorsqu'on se lève debout comme ça, à quelques moments dans l'histoire, souvent je dis travailler au moins 3 mots de vocabulaire dans votre histoire, bien, ça permet aux enfants de bouger, comme ça que lorsqu'ils reviennent par la suite, beaucoup plus de concentration. Puis ça vient chercher aussi nos apprenants qui ont des façons différentes d'apprendre, qui apprennent plus en faisant que juste en écoutant. Donc, aussi, ils parlent plus, donc aussi en parlant, ça va favoriser l'apprentissage. Et j'aime bien toujours une petite scénette comme gare à vous. On pourrait dire, OK, on fait semblant qu'on va marcher dans la forêt. Et là, quand je vais apercevoir un animal comme un ours ou un loup ou un coyote qui arrive, je vais crier gare à vous, puis là, vous allez vous cacher. On pourrait faire ça 3 ou 4 fois pour 3 gros animaux qui arrivent dans la forêt pour lesquels il faut se cacher. Puis comme ça, ben, ça pourrait être aussi un enfant qui crie le gare à vous. Donc, ça permet aux enfants aussi de jouer ce rôle-là. Puis de le refaire à chaque fois qu'on relit l'histoire. C'est super amusant. Ils connaissent la petite scénette, ils veulent la reproduire encore. Puis vous allez voir que nos apprenants de la langue, ça colle beaucoup à leur apprentissage aussi parce qu'ils apprennent en faisant et en imitant les autres. Puis c'est plus actif que juste de l'écoute.
Donc, ça va déjà, j'ai parlé du plaisir, j'ai parlé de la conscience de l'écrit, des concepts de l'écrit, puis j'ai parlé du vocabulaire, du langage. Mais une autre chose qui est vraiment importante aussi, c'est d'éveiller la conscience phonologique. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai parlé il y avait combien de syllabes dans ce mot-là, mais je pourrais même aller plus loin. Puis comment on travaille ça, la conscience phonologique? Bien, ça, c'est un aspect qui est important pour le décodage plus tard. Donc, on parle des syllabes, des rimes et des sons dans les mots. Puis en attirant l'attention sur la prononciation des mots. Ça, c'est intéressant parce qu'au lieu de juste dire, OK, on écoute les mots, souvent, je vais dire, OK, on va dire le mot, puis vous allez voir que c'est plus actif pour faire de la conscience phonologique. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai la page où je parlais du gros chasseur moustachu au long fusil pointu et j'ai mis dans 3 petites bulles, syllabes, rimes et sons. Donc, je pourrais, par exemple, arrêter ma lecture et dire, hey, dans ce texte-là, il y avait des mots avec beaucoup de syllabes, puis il y avait aussi des mots avec juste une syllabe. Hein? Comme par exemple, le mot moustachu. Si je dis moustachu en tapant des mains, j'ai tapé 3 fois, donc il y a 3 syllabes dans ce mot-là. C'est un mot qui est long. Dites-le avec moi en tapant des mains. On le dit moustachu. Hein, vous avez tapé 3 fois, donc c'est un mot à 3 syllabes. Mais si je prends le mot, par exemple, froid, hein, comme le grand froid d'hiver, je vais dire froid. Il y a juste une syllabe dans ce mot-là, mais oui, le mot froid. Hein. Ah, il y avait le mot féroce, c'est vrai, tu as raison, Marie-Ève. Féroce, il était là-dedans. On le dit ça en tapant des mains, on l'essaye. Féroce. Ah, ça, c'est un mot à 2 syllabes. C'est un mot, hein? Il y a beaucoup de mots à 2 syllabes en français. Oui. Donc, on peut parler des syllabes comme ça. Okay? J'ai fait ça très simplement, puis c'est facile à faire. On peut arrêter après avoir lu une page, puis faire ça. Mais je pourrais parler aussi des rimes. Puis ça, c'est intéressant parce que dans mon histoire, il y en a plein, hein, comme par exemple Clairière en l'air, Garavou, le plus féroce des loups. Hein. Ce que j'aime ici, il y a moustachu et pointu, hein, le fusil pointu. Donc, je pourrais dire, dans ce texte-là, j'ai entendu des mots qui riment. Des mots qui riment, c'est quand je dis la même chose à la fin des mots. Regarde, écoute bien ça. J'ai dit, le chasseur était moustachu. À la fin du mot, j'ai dit le son U. Dis le mot moustachu avec moi. On le dit ensemble. Moustachu. Ah, tu dis, toi aussi, tu as dit le son U à la fin des mots, du mot moustachu. Bien, il y a un autre mot, hein, comme ça, que c'était le mot pointu. Dis-le avec moi. Pointu. Oui, à la fin, tu as encore dit le son U. Donc, moustachu, pointu. Les deux, ça finit par le son U quand on les dit. Ce sont des mots qui riment. Oui, des mots qui riment, c'est lorsqu'à la fin, on dit la même chose, hein, vers la fin des mots. Souvent, le son, les derniers sons. Ben oui, c'est ça. Hey, mais si je regarde en plus, à la fin du mot moustachu, je vois que le son U a été écrit avec la lettre U. Ben oui, ça veut dire que la lettre U là, a fait le son U quand je la lis dans un texte. Mais oui, c'est la même chose. À la fin du mot pointu, je vois la lettre U. Puis quand j'ai dit pointu, à la fin, j'ai dit le son U. Tu vois, ça veut dire que le son U s'écrit avec la lettre U dans les mots. Mais oui, parce que les sons qu'on articule, ça s'écrit avec des lettres dans les mots. Donc, vous voyez, j'ai travaillé ce que j'appelle la conscience des rimes ici. Puis en plus, je suis allé même parler des sons. Hein, vous voyez, là, je parlais de 2 mots qui finissent par le même son. Puis j'ai même dit comment le son s'écrivait. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait que la conscience des sons, la conscience au niveau des sons, des phonèmes, c'est la même chose. Donc, on sait que cet apprentissage-là va être plus puissant. C'est lorsque j'ai parlé des sons. Puis après ça, je fais le lien avec la lettre. Donc, ça peut aider aussi à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, une petite chose dont on peut se rappeler, les sons, il n'y a pas juste les sons à la fin, il y a aussi les sons au début des mots. Puis en maternelle jardin, souvent, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple ici. Ah, vous voyez, dans le mot féroce, je vais vous montrer comment on dit juste le premier son d'un mot. OK? Quand je dis féroce, je dis le son au début. Écoutez bien ça. Féroce. Dites-le avec moi. Hein? On va étirer le premier son en le disant. Féroce. Oui, tu as fait le son au début. Et le son, on va aller voir comment il s'écrit dans le mot au début. Dans le mot féroce, il s'écrit avec la lettre F. Eh oui. Hey, c'est drôle, hein? Le son s'écrit avec la lettre F.
Et même le nom de cette lettre-là, hein, j'entends son son hein, dans le nom de la lettre. Hein, la lettre F fait. Eh oui. Souvent, dans le nom des lettres, on entend ou on prononce hein, le son qu'elle fait. Souvent, avec les consonnes, c'est comme ça. Hein, on l'entend, puis il faut le trouver. Ouais, bravo! Donc, vous voyez, j'ai fait de la conscience phonologique autant au niveau des syllabes, des rimes et des sons. Et je n'ai pas utilisé de matériel, j'ai juste utilisé des mots dans l'histoire. Puis de faire juste un arrêt dans la page, puis de faire une interruption comme ça ne bloque pas assez l'histoire. Puis même, ça pourrait être dans des histoires qu'on connaît déjà. Donc, on apprend des nouvelles choses dans des histoires qu'on connaît déjà. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut faire pendant notre lecture d'histoire. Mais évidemment, il y a un autre aspect qu'on peut travailler qui est vraiment intéressant, c'est d'ajouter des informations pertinentes et de penser à voix haute. Donc, de faire ce qu'on appelle des inférences. Ça, c'est un autre aspect qui est super important à travailler. Donc, si je continue mon histoire, donc on a un loup, il arrive dans la forêt, là, il y a 3 petits lapins dans la clairière, puis là, tout à coup, il y a un chasseur qui arrive sur le fait, et l'histoire continue, et voici ce que l'auteur nous dit. Hey, c'est vrai, tu le vois, hein? Oui, tu as raison, Marie-Michel, tu vois vraiment, hein, le chasseur a l'air épeurant, on dirait qu'il veut tuer les lapins avec sa carabine. Voici ce que l'auteur a écrit. Clic-clac, le chasseur est prêt à tirer. Snip-snap! Le loup est prêt à croquer. Et les 3 lapins se mettent à trembler devant tant de dangers. Mais qui les attrapera en premier? Le chasseur ou le loup? C'est vrai, on voit, l'auteur a dit qu'ils tremblent devant tant de dangers, les lapins. Puis je le vois sur leur visage. Ils ont peur. Elle ne l'a pas dit, l'auteur, mais je peux le deviner parce qu'elle a dit qu'ils tremblaient. Puis en plus, je le vois sur leur visage, la bouche grande ouverte, l'autre lève ses bras. Puis quand on est devant un chasseur, ben c'est sûr qu'on aurait peur. Hein? On aurait peur de mourir à cause du fusil qu'il y a devant nous. Ben oui, ça me dit que ça me plein d'indices quand l'auteur et l'illustrateur m'ont donné pour savoir que les lapins ont peur. Donc, l'auteur me demande qui les attrapera en premier. Moi, je pense que c'est le chasseur parce que le chasseur est pas mal plus proche que le loup. Le loup est un peu plus loin. Puis aussi, j'ai un autre indice ici, il y a une carabine. Puis une balle de carabine, ça va pas mal plus vite qu'un loup pour attraper des lapins. Moi, je pense que le chasseur veut attraper le lapin parce qu'il veut manger un pâté au lapin ce soir. C'est pour ça, je pense. Oui, parce que moi, je suis déjà allé à la chasse, hein, puis souvent, c'est pour préparer un repas par la suite, comme par exemple, je suis déjà allé à la chasse à perdrix, puis ma mère a préparé un pâté à la perdrix. Donc, on voit ici, je pense qu'il veut les attraper pour son souper. Peut-être que lui aussi, il a faim comme le loup. Mais ils sont mal pris, hein, nos petits lapins? Moi, à leur place, là, pour régler mon problème, pour ne pas me faire attraper, je pense que je sauterais dans la neige. On voit que la neige est épaisse. Il pourrait sauter dans la neige puis se cacher dans la neige. Puis là, le loup puis le chasseur pourraient les retrouver. Ben oui. Je te dis qu'il y en a des affaires qui se passent dans cette histoire-là. Hein. Puis il y a même, si je remarque, là, je pense que le chasseur, même, il a un peu froid. Moi, je suis déjà allé à la chasse. Hein. Puis quand on y va, puis il y a de la neige au sol, puis c'est tôt le matin, il fait froid. Je pense que même, peut-être c'est pour ça qu'il a le goût d'aller attraper des lapins. C'est parce que là, il a froid, puis il a faim, puis il a le goût de se faire peut-être un ragoût de lapin. Peut-être c'est ça qu'il veut manger ce soir. Donc, on va aller voir s'il va les attraper. Tiens, je vais ouvrir mon histoire. Donc, on est rendu ici dans mon histoire et regardez ça. Ah! Voyons, le chasseur est disparu. Le loup bondit et snip-snap, avalé le chasseur. Ben oui, il est en train de l'avaler. Le loup continue son chemin et fait un clin d'œil aux 3 lapins tout surpris qui le suivent. Ben oui, regardez sa face. Il est tout surpris, le lapin. Lui pensait se faire dévorer. Ben non. Le loup les a sauvés. Ben oui. Ah, là, je comprends. C'est peut-être pas un loup si féroce qu'on le pense. Ben, il est peut-être pas féroce avec les petits animaux, mais il est féroce avec les autres méchants dans la forêt. Vous voyez que j'ai rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans mon histoire pour favoriser la compréhension. Puis c'est ça sur quoi je vais attirer votre attention. Je peux prédire ce qui va arriver, mais je peux aller au-delà de ça. Je peux trouver une solution au problème des lapins. Je pourrais expliquer les sentiments des lapins.
Je vais expliquer pourquoi il veut se faire attraper, le chasseur veut attraper les lapins. Ce n'est pas juste parce qu'il est méchant, c'est peut-être parce qu'il a faim. Il y a aussi, dans plusieurs histoires, il y a des pronoms personnels ici. Il n'y en avait pas beaucoup dans qui les attrapera en premier. Il y avait le lait, qui veut dire qui attrapera les lapins en premier. Et ça, c'est assez subtil pour les enfants de maternelle jardin. Mais si je vais plus loin dans mon histoire, je vais vous le montrer tantôt, il y avait une place, ça dit « lui disent-ils ». Il, c'est qui? Lui, c'est qui? Donc, c'est important quand on voit des pronoms de s'arrêter puis de dire quand l'auteur écrit le « lui », c'est parce qu'il parle de... C'est vraiment important de commencer à travailler ça parce que ça, c'est beaucoup utilisé dans les textes. On veut qu'à partir de 3e, 4e année, où il y a beaucoup de pronoms dans les textes qu'ils vont lire, qu'ils comprennent bien les pronoms personnels. Puis j'ai fait des liens beaucoup avec mon vécu pour montrer que je comprends plein de choses en utilisant mon vécu. Je suis déjà allé à la chasse, on a déjà attrapé des lapins ou des perdrix similaires. Donc, ça m'a permis d'ajouter de l'information. C'est ce qu'on appelle faire des inférences. Ce n'est pas juste lire les mots, mais c'est d'ajouter plein d'informations qui est importante pour comprendre en profondeur les histoires. Donc, je pense que vous êtes curieux de savoir la suite de mon histoire, voir ce qui va se passer. C'est un peu ça mon but aussi. Fait que vous voyez, un peu plus loin, l'histoire recommence. On a encore le loup, mais là, il y a un boucher qui arrive avec un couteau, puis là, il y a 3 petits cochons au loin, puis là encore les oiseaux qui avertissent, qui disent « Ouh, gare à vous ». Et on voit qu'on a les mêmes structures de phrases. Snip, snap, le loup est prêt à croquer. Les 3 cochons se mettent à trembler devant tant de danger. Mais qui les mangera en premier? Le boucher ou le loup? Et là, vous voyez que les enfants, là, ils commencent à utiliser leur connaissance de l'histoire. Peut-être que ce n'est pas un loup si méchant que ça. Et s'il sauvait les cochons comme tantôt? Ah oui, c'est ça qui va se passer. Regardez, il a dévoré le boucher. Donc, il a sauvé les 3 petits cochons. Et si je continue, c'est la même histoire ici, mais il y a un ogre avec le petit chaperon rouge. On se demande qui va dévorer le petit chaperon rouge. Et évidemment, il sauve le petit chaperon rouge. Et si vous remarquez bien, il a pris la casquette du boucher, la ceinture de l'ogre, le sac du chasseur. Donc, on voit qu'il y a vraiment des petits indices dans l'image qui nous disent que peut-être qu'il avait le goût d'avoir un chapeau, peut-être qu'il avait le goût d'avoir une belle ceinture. C'est pour ça qu'il les a dévorés. Donc, il n'est pas si féroce que ça. Mais attention, regardez à la fin. Par ce grand froid d'hiver, un gros loup velu, aux longues dents pointues, retourne dans sa tanière, suivi par 3 lapins, 3 petits cochons et le chaperon rouge. Merci, le loup, tu nous as sauvés. Tu n'es donc pas le plus féroce des loups, lui disent-ils. Ah, tu vois, à la fin, l'auteur a dit, lui disent-ils. Il, ici, ce sont tous les animaux et le chaperon rouge qui sont derrière le loup. Et c'est ça qu'ils disent. Ils le disent à lui. Lui, c'est le loup. Donc, quand elle a écrit le mot « lui », elle parlait du loup. Puis quand elle a écrit le mot « il », elle référait à tous les personnages. C'est une façon que les auteurs ont. Ils mettent des petits mots comme ça qu'on appelle des pronoms, au lieu de répéter toujours la même chose. Donc, c'est comme si elle avait dit « Merci », c'est comme si elle avait dit tout le monde qui est derrière le loup disent, tout ensemble, ils vont dire au loup « Merci le loup, tu nous as sauvés, tu n'es pas le plus féroce des loups. » Le loup répond « Bien sûr que non, répond le loup. Rentrez donc chez moi, vous réchauffer. » Et ils s'installent tous autour d'un gros goûter, snip, snap. Le loup est prêt à croquer et tous se mettent à trembler s'ils s'étaient trompés. Et le loup bondit et snip, snap. Oh! J'espère qu'il n'a pas dévoré tout le monde. Ce serait vraiment un loup féroce. Ah, avalez le gros goûter. Le plus féroce des loups avait vraiment une faim de loup. Une faim de loup, c'est quand tu as très faim. Mais non, il n'est pas féroce avec les petits animaux de la forêt puis avec le chaperon rouge. Il est juste féroce parce qu'il a tellement faim qu'il a dévoré tout le goûter. Il a même dévoré le chasseur, l'ogre. Donc, ce n'est pas un loup si féroce. Il est différent des d'autres histoires qu'on a vues, parce qu'on en avait vu des histoires de loups. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. J'espère que vous l'avez aimée, vous autres aussi. Je vais juste fermer ça. Donc,
jusqu'à maintenant, je vais faire une mini pause ici parce que ce que je vous ai montré, c'est beaucoup de choses à retenir, vous le savez. Et comme je vous avais promis, j'ai préparé comme une page qui dit, par exemple, avant la lecture, il faut avoir une attitude positive, piquer la curiosité, explorer le livre, prédire ce qui va se passer. Après notre lecture, je l'ai mis à droite, exprimer notre plaisir, souligner nos apprentissages et nos coups de cœur. Puis pendant la lecture, il ne faut pas oublier notre attention, notre voix, nos effets sonores, gestes, expressions faciales. Et on peut travailler la conscience de l'écrit, puis j'ai mis toutes sortes de choses qu'on peut travailler. On peut travailler, expliquer des mots, des expressions ou des phrases avec ces techniques-là que j'ai toutes écrites ici. On peut éveiller la conscience des sons, des rimes en attirant l'attention sur la prononciation, en faisant prononcer aussi les mots aux élèves. Donc, j'ai mis des exemples de choses qu'on pourrait faire au niveau des syllabes, des sons et des rimes. Puis aussi, ajouter de l'information pertinente en pensant à voix haute, hein? Prédire, trouver une solution au problème, répondre à « mais pourquoi le chasseur veut faire ça ?» Au lieu de poser la question et de le montrer comment je me suis pris, toujours en précisant les indices que l'auteur et l'illustrateur m'ont donnés pour que je puisse deviner ça. Donc, les pronoms et le lien aussi avec le vécu, parce que ça permet d'enrichir toute l'information. Donc, avez-vous des questions spécifiques en lien avec la lecture interactive enrichie? Donc, c'est vraiment un condensé que je vous donne parce qu'habituellement, je fais des formations de 2 jours juste sur la lecture interactive enrichie. Puis on apprend à le faire étape par étape. Puis on apprend plus en profondeur, surtout en conscience phonologique. Non, mais je voudrais savoir, en gros, est-ce qu'il y a des questions, peut-être des commentaires? Utilisez le chat j'aimerais ça avoir un peu de feedback de votre part parce que moi, je vois juste la face de Stéphanie. Merci Stéphanie d'être là. Ça me permet d'avoir un sourire de temps en temps et de savoir ce que les gens font. Donc, pouvez-vous juste me donner un peu de rétroaction pour que j'ai un peu de comment ça se passe? Est-ce que le rythme est à votre goût? C'est bon? Ah, c'est bien, Stéphanie voit qu'elle peut même aller plus loin que ce qu'elle allait vraiment jusqu'à maintenant. Jeannette dit « j'adore ». Est-ce qu'il y a des questions en particulier ou des interrogations? Combien long serait une leçon idéale? Ah oui, ça c'est une bonne question, José. En fait, moi je prévois 20 à 30 minutes pour une lecture d'histoire parce que je vais me lever quand même 3 fois, puis ça dure environ 5 minutes les 3 fois, presque. Donc, ça me permet vraiment ça étire le temps d'histoire, mais ça me permet d'enseigner beaucoup de choses. Habituellement, ce que je fais, mettons, je fais 3 mots de vocabulaire, 3 concepts de l'écrit. J'arrête 3 fois pour faire de la conscience phonologique, puis j'ajoute 3 places, je fais 3 inférences. Ça me permet de faire à peu près 12 interruptions, mais ça demande de s'en rappeler. Puis un truc que j'ai vu souvent, c'est qu'il y a des gens, ils se mettent des petits points, des petits stickers. Puis, mettons, ils se mettent des points rouges pour dire, tiens, ça, c'est un mot de vocabulaire, je vais travailler. Je vais faire une inférence ici, c'est des petits points verts que je me mets. Fait que ça, c'est des trucs. C'est vraiment des trucs, ça vous montre des façons de le faire. Donc, on parle qu'il y a beaucoup de stratégies. Oui, je vais intégrer des aspects, par exemple, de la grammaire. Je le fais légèrement maternelle-jardin, mais en première et deuxième, on va voir tantôt là, que je vais parler plus de première et deuxième, et c'est beaucoup plus approfondi. Paroxysme de l'enseignement explicite, oui, effectivement. Dans le fond, je veux faire de l'enseignement explicite intégrer une situation authentique. Donc, pas de l'enseignement explicite décontextualisé, toujours dans des contextes authentiques. Puis je pense que c'est une belle façon de le faire. En tout cas, ça a été reconnu efficace. On a fait 2 études dessus, puis ça a super fonctionné. Mais je pense aussi que la pratique a démontré que ça a fonctionné parce que ça fait 15 ans qu'il y a des jeunes dans certaines écoles qui reçoivent ça. Donc, il y a des écoles, ça fait 15 ans que c'est implanté. Maintenant, on en a au Liban, en France, en Belgique, dans les provinces du Québec, de l'Ontario et en Alberta. C'est très répandu dans plusieurs écoles. Donc, Julie dit combien d'interventions? Ça, je l'ai répondu. J'aime beaucoup toutes les nouvelles idées. Il y en a qui ont déjà commandé le livre, tant mieux. Je crois que ce serait bien pour les plus grands modifiants. C'est ce que je vais montrer, Jeannette, tout de suite après. On va parler de première et deuxième année.
Est-ce qu'on peut cibler une stratégie qu'on veut travailler en particulier? Donc, Xavier, Marie-Michel, effectivement. J'ai vu aussi même en plus petits groupes, hein, pas en grand groupe classe, mais en plus petits groupes, on avait des interventions plus ciblées qui revenaient plus souvent dans l'histoire, par exemple. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce que je travaille le vocabulaire que ça nuit à la compréhension de l'histoire ou que c'est trop d'interventions. 12 interventions, je peux vous dire que les enfants suivent bien en général. On avait même fait une étude où on avait regardé, normalement, un intervenant fait combien d'interventions d'arrêt dans une histoire, puis souvent c'était une trentaine, donc c'était beaucoup. Et je peux vous dire que 90%, c'était du genre OK, Sonia, tu t'assois. Non, non, Xavier, arrête de tirer les cheveux à Sonia. OK, non, OK, Jean, tu viens t'asseoir à côté de moi. C'est ça, les interventions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré à des éducatrices qui travaillaient dans des garderies à faire ça à des enfants de 3-4 ans. Puis on a remarqué qu'après la formation, ils faisaient moins d'interventions de comportement, plus d'interventions d'enseignement explicite. Et donc, ça disait aussi que les élèves étaient plus engagés dans l'activité. C'était vraiment intéressant d'avoir des données là-dessus. Des intégrations grammaticales, tout à fait. Je posais beaucoup de questions. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est vraiment un bon commentaire que vous avez nommé. On pose beaucoup de questions aux élèves, mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vous encourage à faire lorsqu'on la lit la première fois, montrer des choses et éventuellement, reprenez le livre et posez des questions sur les choses que vous avez déjà montrées. Comme ça donne, comme je disais, le sentiment de compétence de plus d'élèves va être touché. Donc, tu vas hausser la motivation même de nos plus faibles. Parce que les plus faibles qui sont peu exposés répondent rarement aux questions qu'on leur pose parce qu'ils n'ont pas de compétences dans ce livre-là ou peu de compétences en général dans les livres parce qu'on les expose peu. Si vous prenez la peine de les exposer à un livre, ils ont développé une compétence sur ce livre-là, puis la grande majorité, ce ne sera pas juste les bons, ça va être la grande majorité des élèves. Puis lorsque vous allez poser vos questions, tout le monde va avoir un sentiment de compétence. Donc, ça, c'est juste de repenser l'enseignement explicite de cette façon-là. Est-ce que vous suggérez de lire un livre sur une période de 2 jours? Bien, Sonia, c'est une bonne question. Il y a certains livres qui sont plus longs. Donc, je les coupe en 2. Ce que je pourrais les lire sur 2 jours. Puis des fois, ça crée un suspense, ça crée le goût de voir la suite. Ou parfois, c'est 2 moments dans la journée. Si nos élèves sont plus agités cette journée-là, on dit OK, on va arrêter l'histoire ici, on va la poursuivre tantôt. Parce que peut-être que là, on a le goût de faire l'activité physique tout à coup. Mais souvent, même pendant l'histoire, je dis oh, on a le goût de bouger. OK, on va faire comme l'ogre. Puis là, on va marcher avec nos grosses bottes. Je reprends souvent le contexte de l'histoire, puis j'ai fait bouger. Puis juste ça, ça les aide, ça permet de maintenir l'activité. Donc, c'est bien. Il y en a qui disent que les adultes ont été émerveillés par l'histoire. Parfait. Ça prouve que ça n'a pas d'âge, hein, se faire raconter des histoires. Donc, on a une autre intervention. Lorsque je raconte une histoire aux enfants de la maternelle jardin, est-ce que je dois traduire certains mots? Donc, effectivement, ça dépend de l'approche qui est préconisée dans votre école. Je sais qu'il y a des écoles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont encourager qu'on le fasse en français, puis qu'on trouve des moyens en français de le faire. Puis dans d'autres écoles, on permet aussi de faire le lien. Ce qui est intéressant, on n'a pas ça, c'est une approche qui s'appelle la lecture bilingue. C'est une approche qui est un peu plus difficile et complexe à faire, mais qui est intéressante. Une lecture bilingue, c'est on envoie le livre d'avance, une version dans la langue de l'enfant, souvent ça va être en anglais, qui va être envoyée à la maison, que le parent peut lire à l'enfant dans sa langue maternelle. Donc, on fait participer les parents. Et la même histoire est racontée en français dans la classe, ce qui fait que plusieurs enfants peuvent faire des transferts, donc ils comprennent déjà l'histoire dans leur langue maternelle. Puis lorsqu'ils la voient en français, ça permet aussi de passer moins de temps à parler anglais dans la classe, puis de garder le temps de classe pour le français, mais de faire contribuer les parents. Donc, ça, c'est une façon que j'ai vue qui existe, puis qui est appuyée par de la recherche, ce qu'on appelle la lecture bilingue, où il y a une prélecture dans la langue maternelle de l'enfant, puis ensuite, il y a une lecture en classe qui est faite en français. Donc, il y a Jacinthe qui dit « Devons-nous lire le livre 4 jours? » Non. Jacinthe, vous ne devez pas, c'est une suggestion que je vous fais. Dans la lecture interactive enrichie, nous, quand on l'a testé, on l'a fait
4 lectures d'un même livre. Mais il y a des semaines qu'il y a des vacances, donc on faisait 3 lectures par exemple, ou il y a une semaine qu'on en a fait juste 2 parce que ça a tombé comme ça dans l'horaire. Mais donc, c'est la flexibilité qu'on doit avoir. Et toujours de réfléchir, plus je les expose, plus ils développent une compétence. J'avoue que 5, 6, 7, ça commence à être trop, mais nous, 4, c'était vraiment l'idéal parce que nous, on le lisait comme le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis le vendredi, on mettait le livre dans le coin lecture. Étant donné qu'ils ont développé des compétences, plusieurs veulent aller au coin lecture, puis veulent faire semblant. Hein. En première année aussi, 4 fois. Non, Sonia, on va en reparler. Je le fais plus 2 fois, puis je vais vous expliquer que je la fais 2 fois, suivi de d'autres activités de réinvestissement. Parce que 4 fois en première et deuxième année, c'est premièrement, on n'a pas le temps en classe de le faire. Donc, on l'a testé, puis je vais vous en parler bientôt. D'autres questions? C'est bien, merci pour les questions. C'est d'excellentes questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires ou des questions. Je sais que Simone est là. S'il y a des choses que je ne vois pas, Simone, n'hésite pas à m'avertir. Ou Pascal, il y a une question, pourrais-tu y répondre? Ça va. Bien, merci tout le monde de votre participation. Donc, je continue. Donc, ça, c'est notre grande question. Après maternelle et jardin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, il y a plein d'enseignants, autant au Québec qu'en Ontario, ici on voit le, on voit le drapeau franco-ontarien, qui m'ont dit, ben, on aimerait savoir une version première, deuxième année. Effectivement, ça permettrait de faire une belle transition aussi entre maternelle jardin, première et deuxième année. Donc, ce que je leur disais, c'est déjà au début de la première année, refaites un peu ce qui avait été fait à la maternelle jardin. Ça va les remettre dans un bain. On réactive un peu. Là, OK? Donc, peut-être les premières semaines, faire un peu comme maternelle jardin, réviser certains concepts. Donc, un coup qu'on a fait ça, là, on pourrait embarquer vraiment dans la lecture et de l'écriture interactive enrichie au niveau de la première et deuxième année. Donc, vous voyez ici 2 classes où ça a été expérimenté et on est arrivé à une version finale maintenant. Puis voici de quoi ça a l'air. Tout d'abord, on s'est inspiré évidemment du curriculum de l'Ontario. Vous savez aussi qu'on a nos guides d'enseignement efficace de maternelle à troisième année. On a pris plusieurs choses là-dedans pour pouvoir mieux guider comment planifier une lecture interactive et une écriture interactive enrichie au niveau de la première et deuxième année. Et évidemment, il y a ce nouveau document qui est sorti, le guide pédagogique sur l'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture pour favoriser l'enseignement du décodage, parce qu'on sait qu'il y a très peu de choses sur le décodage dans notre curriculum. Et ça a été mis ensemble, je pense, puis c'est pas mal complémentaire, ce guide-là, avec le reste. Puis on s'est assuré aussi que sur notre planification, on donne autant de place aux habiletés fondamentales de base pour le décodage que tout le développement de la compréhension puis des stratégies de compréhension en première et deuxième année. Donc, il y a Jacinthe qui dit, oui, j'ai fait elle fait une formation pilote au CECCE. C'est un peu différent dans ce cas. Oui, tout à fait, Jacinthe, oui. Donc, merci Simone d'avoir mis le lien pour ce guide de l'enseignement efficace là, qui vient de sortir. Et juste en passant, à la fin, dans les diapositives, lorsque je vais vous donner le lien pour télécharger la documentation, vous allez avoir aussi les liens là, pour ces documents-là, tous ces documents-là. Okay. Donc, vous savez, ma meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de vous le faire parce que vous avez vu, modéliser, c'est comme ça qu'on apprend. Hein? Donc, c'est pour ça que quand je fais de la lecture interactive enrichie, je modélise beaucoup. Je vais utiliser un livre sur l'iPad pour montrer qu'on peut faire aussi de la littérature jeunesse, non seulement en version papier. Hein? J'ai aussi l'album que je vais vous présenter en version papier, mais je vais utiliser l'iPad parce que ça permet de faire d'autres choses. Puis, vous allez voir, j'ai d'autres possibilités. Donc, ce qui est intéressant, il y a les enfants anglophones pourraient aller l'écouter eux-mêmes en anglais avant que je la raconte en français. Fait que ça pourrait être pour une approche bilingue. Donc, je vais vous la raconter en français. Et il y a le « à propos » coin qui est intéressant. J'ai Caroline Allard, mon auteur. Caroline, vous allez voir, elle s'amuse avec les mots. C'est pour ça que j'aime cet album-là. Et aussi, elle utilise un vocabulaire tellement riche. J'adore ça. J'aime avoir du beau vocabulaire dans nos histoires. Puis il y a Guillaume Perrault qui a vraiment fait
des belles illustrations qui sont humoristiques puis qui vont bien avec l'histoire. Je pense que tous les deux, ils ont fait du beau travail ensemble. Donc, vous allez voir, on va commencer. Il y a deux options ici. Je vais prendre l'option de lire l'histoire qui est le bouton vert ici. Et je vais prendre la version sans narration parce que c'est moi qui vais la raconter. Mais ce qui est bien, c'est que si les élèves veulent la réécouter parce qu'ils n'ont pas encore les capacités de lecture pour lire ce genre de texte-là, ils peuvent aller le réécouter dans le coin lecture avec des écouteurs puis de se faire raconter encore cette histoire-là avec narration. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a même un curseur qui suit le texte. Fait que ça leur fait une double imprégnation. Ils entendent le texte, puis ça les expose aux mots aussi. Donc, je vais le faire sans narration. Ah, j'ai bien hâte de savoir cette reine-là qui s'appelle la reine Ixassot. Ça se passe sur le bord de la mer, puis il y a un château, oui, je vois ça. Puis, je l'aperçois ici en haut, vous la voyez? La reine est en haut de la tour, c'est elle, la reine, je le sais parce qu'elle a une petite couronne. Puis, il y a même des goélands qui passent, qui me montrent que c'est sur le bord de la mer. Souvent, les goélands, ils se tiennent presque proche où il y a de l'eau, hein? C'est vrai. Donc, je vais lire cette première phrase-là, mais Caroline alors, je vous dis que quand elle écrit des phrases, elles sont longues. Puis je sais que c'est une phrase, parce qu'ici, je vais vous montrer. J'ai un D majuscule. Ça, c'est le début de la phrase. Ça commence par une lettre majuscule. Puis si je m'en vais plus loin, puis je fais ça avec mon doigt, vous voyez, à un moment donné, j'arrive à une virgule. Fait que la phrase n'est pas terminée. Je vais prendre un peu mon souffle rendu là. Puis quand je vais arriver à la fin, il va y avoir un point. Vous savez que les phrases commencent par une lettre majuscule, se terminent par un point. C'est une phrase qui est longue. Bien, pour m'aider à lire les phrases qui sont longues, j'ai des stratégies. Ma première stratégie, je vais lire jusqu'à la virgule, je vais résumer ce que j'ai compris, puis je vais continuer à lire. Ça va m'aider à mieux comprendre la phrase. Mais il y a un autre aspect que je viens de remarquer. Il y a des lettres majuscules dans les phrases. Ben oui, c'est spécial. On sait que d'habitude, c'est juste au début des phrases qu'il y a des lettres majuscules. Mais ça, c'est parce que le nom des personnes, même si c'est au milieu d'une phrase, ça prend une lettre majuscule. Comme vous allez voir, je vais parler du château des Malotrus. Et les Malotrus, il y a un M majuscule pour me dire que c'est le nom de famille de la famille à qui appartient ce fameux château. C'est pour ça que l'auteur va dire que c'est le château des Malotrus. Le M majuscule qu'elle a mis là, ça me donne un indice. C'est le nom de la famille à qui appartient ce château. Donc, on a le château des Malotrus. Puis, on va parler plus loin de la reine Ixassot et on voit que son nom, chacune des parties, elle a un nom composé. Donc, il y a plusieurs mots dans son nom. Puis, il y a des traits d'union dans son mot. Il y a plusieurs lettres majuscules parce que ça, c'est son nom au complet. Donc, la reine, elle s'appelle la reine Ixassot Malotru. Malotru, c'est son nom de famille. Donc, vous êtes prêts? On va lire cette phrase-là, puis je vais utiliser la stratégie que j'avais dit tantôt. On y va. Du haut de la plus majestueuse tour du château des Malotrus. OK, on a dit que c'est en haut d'une tour d'un château des Malotrus. OK, puis ça, c'est le château de la famille Malotru, puis ça se passe en haut. Mais l'auteur a utilisé un mot, le mot majestueuse. Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, ça, puis qu'on entend souvent. Majestueuse, vous allez voir qu'une tour majestueuse, si je regarde l'image pour m'aider à comprendre le mot, c'est une tour qui a l'air haute, ou peut-être parce qu'elle est croche. Mais en fait, j'ai un autre indice dans ce mot-là. Le mot majestueuse, dans le mot majestueuse, j'entends majeste, qui me fait penser au mot majesté. Ben oui. Majesté, quand on dit Sa Majesté, c'est quand on parle de la reine ou du roi. Comme si, par exemple, Élisabeth II arrivait chez vous, tu ne dis pas « Hey, Élisabeth », non, tu dis « Bonsoir, Sa Majesté ». Mais Sa Majesté, c'est une façon de montrer du respect à quelqu'un qui est important. Donc, si la tour, elle est majestueuse, ça veut dire qu'elle est importante. Tu vois, des fois, il y a un petit mot dans le grand mot qui me permet de comprendre le sens du mot. Donc, majestueuse, ça veut dire que c'est la tour la plus importante du château. Okay? Ça veut dire qu'elle est très grande. Vous voyez, ici, on la voit sur l'image. J'aimerais ça qu'on dise le mot majestueuse ensemble. On le dit ensemble? Majestueuse, un mot à 4 syllabes, c'est un mot qui est long.
Ça, c'est lorsqu'on parle d'une tour. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être majestueuses, comme par exemple, je pourrais voir, par exemple, une baleine géante. Hein? Elle est majestueuse, c'est-à-dire qu'elle est très grosse, elle est très importante. On pourrait dire que la baleine, elle est majestueuse. Mais je peux dire aussi au masculin ce mot-là. Hein? Comme par exemple, je pourrais dire qu'un édifice est majestueux parce qu'il est très grand. Ou un arbre. Hein, vous avez vu l'arbre qu'on a dans notre cours de récréation, il est très grand, on pourrait dire, c'est un arbre majestueux. Pour bien s'en rappeler, ce qu'on va faire, on va se lever, on va se mettre en petit bonhomme, tiens. Puis on va se mettre à grandir tranquillement, comme un arbre qui pousse, pour devenir un arbre majestueux. Et là, il y a des branches qui poussent, des grandes branches importantes. Ce sont des branches majestueuses. Devant moi, j'ai une forêt majestueuse d'arbres majestueux avec des branches majestueuses. Wow! Et là, il arrive du vent tout à coup et le vent se promène dans vos branches majestueuses. Mais c'est une tempête qui s'en vient. C'est une tornade majestueuse qui arrive. Et la tornade fait bouger nos arbres, faire perdre nos feuilles, puis crac, ça casse tous les arbres. OK, on se relève debout, on vient s'asseoir. Vous allez vous en rappeler hein, du mot majestueuse. Donc, on va retourner lire la phrase. Vous allez voir qu'on comprend bien la phrase maintenant. Hein? Du haut de la plus majestueuse tour du château des Malotrus, la reine X, ça saute, scrute la mer avec sa longue vue. Elle scrute la mer avec sa longue vue. Ah, ça doit vouloir dire qu'elle regarde. Parce qu'on le voit ici, elle a une longue vue, puis elle regarde la mer à travers sa longue vue. Regardez bien, on va le voir ce qu'elle voit dans sa longue vue. Oh, c'est ça qu'elle voit. Et au loin, elle aperçoit un minuscule radeau qui flotte à la dérive. Elle, c'est la reine. Hein, vous voyez ici le elle, c'est la reine. Donc, vous pouvez voir que parfois l'auteur va utiliser des petits mots qu'on appelle des pronoms pour parler des personnages. Donc, quand il dit au loin, la reine, hein, elle aperçoit un minuscule radeau qui flotte à la dérive. Vous voyez, quand elle scrute la mer, c'est ça qu'elle fait. Elle regarde tous les petits détails, puis elle voit l'homme au milieu. Puis là, elle se met à crier. Encore ici, le elle. Puis l'auteur, elle dit s'écrie-t-elle. Ça veut dire qu'elle s'écrie. Puis écrit, ça me fait penser au mot cri, hein? Donc, elle crie un homme à la mer! Donc, ça dit que la reine, c'est ça qu'elle crie. Mais je pense que la reine a vu qu'il y avait un problème. Cet homme-là, il est tout seul au milieu de la mer. Il n'y a rien à manger. Il n'y a même pas de vent. Il n'y a pas de vague. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vent. Il est pris au milieu de la mer. Puis regardez, ici, je scrute la mer avec la longue vue. Et je vois même des requins qui s'approchent. Il est en danger, cet homme-là, je pense. Oh, la reine arrive. La voilà. Elle n'a pas l'air de bonne humeur. Elle a l'air même de crier. Elle crie parce que l'auteur a mis plein de points d'exclamation. Voici ce qu'elle dit. Debout, bande de mollassons! Préparez mon navire. Je pars à sa rescousse et que ça saute. Si elle dit « je pars à sa rescousse », ça veut dire qu'elle part, elle va sauver, partir à la rescousse de quelqu'un, c'est partir sauver quelqu'un. Quand elle dit « je pars à sa rescousse », ça veut dire qu'elle va aller sauver l'homme qui est au milieu de la mer. Mais là, elle crie à une bande de mollassons. Je me demande c'est qui ces mollassons-là? Des mollassons, hein, je vois le mot « molle » au début. Ça veut dire que c'est des gens qui sont tout mous, qui sont tout paresseux. Hein, on peut faire des mollassons sur nos chaises. Hein? OK, on fait des mollassons. Ben, c'est ça, un mollasson. C'est comme ton frère hein, qui a 15 ans, qui est toujours sur le divan. C'est un mollasson ou un flammeau. C'est la même chose. On appelle ça des mollassons. Tu peux dire, allez, debout, mollasson. Il n'y en a pas juste un mollasson dans son histoire parce qu'elle a dit que c'était une bande de mollassons. Ben oui, une bande de mollassons. C'est une gang de mollassons, ça. Puis regardez, l'auteur a ajouté un S à mollasson. Fait qu'il y a plein d'indices que l'auteur me donne. Elle dit que c'est une bande de mollassons, ça veut dire qu'il y a des gens paresseux à quelque part. Il y en a plusieurs parce qu'il y a un S à la fin. Le S, ça montre que le mot est au pluriel. Hein? On en a parlé du pluriel. C'est un autre indice que l'auteur met. Hein? Puis,
ça me permet de savoir que, il n'y a pas juste un mollasson dans cette histoire-là. Et plus loin, il dit, et les marins préparent le navire. Ah, il y a des marins. Ah, je comprends. Elle parlait aux marins. Elle disait debout, bande de mollassons. Fait que j'imagine que les mollassons, ça doit être des marins paresseux. Puis là, elle leur criait de se lever debout pour préparer le navire pour aller sauver l'homme qui est dans la mer. Hein? Parce que c'est écrit ici, et les marins préparent le navire. Donc, ils écoutent la reine. Hein? Ils ne sont pas si paresseux que ça. Ils écoutent quand même leur patron, la reine. Hein? Puis vous voyez, l'auteur a encore utilisé le S pour me faire voir, parce que je ne le vois pas sur l'image qu'il y a des marins, hein, mais elle me permet de me faire une image dans la tête qu'il y a plusieurs marins qui vont préparer le navire. Parce que le marin, vous voyez, le nom marin est au pluriel, il y a un S. Puis en plus, il y a un autre indice, il y a un déterminant devant, le lait. Le lait aussi, c'est un indice qui me dit qu'il y en a plusieurs. Fait que moi, je m'imagine qu'ici, en bas, là, il y a plusieurs marins qui étaient couchés à terre, là, sur le bord, puis là, leur criait d'en haut de la tour de se lever debout, préparer le navire pour aller sauver cet homme-là, là, qui est au milieu, là-bas, là, au milieu de la mer. Stop! J'arrête là. Donc, encore une fois, vous m'avez vu lire l'histoire et c'était très intense. Je n'aurais pas tout fait ça sur les quelques pages que j'ai lues, mais ça démontre à quel point il y a énormément de matériel dans les histoires jeunesse pour travailler plusieurs contenus d'apprentissage qui sont spécifiés dans divers documents, comme par exemple tout ce qui est au niveau de l'aspect grammatical qu'on doit montrer ou initier les élèves en première et deuxième année, les aspects de vocabulaire qu'il faut enrichir. Vous m'avez vu aussi utiliser des stratégies de compréhension de lecture que j'explicite devant eux, que j'utilise devant eux. J'utilise aussi mon imagerie mentale, puis je montre tous les indices qui me permettent de voir ce qui n'était pas sur l'image. C'est énormément de compréhension. J'ai explicité le pronom personnel. Donc, en voulez-vous du contenu d'enseignement, il y en a énormément qu'on pourrait cibler dans une lecture interactive enrichie au niveau de la première et deuxième année. Donc, on voit que avec ce que je viens de faire, on peut lire des histoires pour faciliter l'apprentissage de la compréhension. Parce que la compréhension, ça s'enseigne. Hein? La compréhension d'histoire, ça se fait spontanément lorsque j'ai lu des mots. C'est plus que ça. Il faut aussi que j'utilise des stratégies. Il va falloir aussi que je comprenne ce vocabulaire-là. Il faut que je fasse des inférences. On voit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre des histoires. Ce n'est pas juste de lire les mots. Donc, là-dessus, j'explique le sens des mots, des expressions, des phrases plus complexes, hein, comme par exemple, lorsque je suis arrivé à la page où ça parlait de « s'écrit-elle ». Donc, j'ai bien pris le temps d'expliquer le pronom, ce verbe-là, la structure de phrase. Je parle aussi des composantes des phrases. Hein, j'ai parlé de la fonction des mots, des types de phrases. Puis je parle de la grammaire. Il y a énormément d'aspects grammaticaux. Qu'est-ce qu'une phrase? Ça commence. Les aspects aussi de la majuscule, du point. J'ai parlé du pluriel. J'ai parlé des pronoms. J'ai parlé. Fait que vous voyez que je parle beaucoup des aspects linguistiques du texte. Puis c'est très important de le faire aussi dans des contextes comme ça, pas juste dans des feuilles d'exercice. Il faut qu'ils voient ça à l'œuvre pendant une lecture. Je pourrais discuter du genre et des éléments du texte. Je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être bien de dire c'est un conte. Hein? Habituellement, il y a un personnage principal, il y a un lieu, puis il y a un problème au début. Mais dans mon histoire, jusqu'où je suis rendu, je le sais déjà. Ça se passe sur le bord de la mer. Le personnage principal, c'est la reine. Il y a d'autres personnages comme le marin, mais ça va être vraiment la reine, le personnage principal. Puis le problème qu'elle doit régler, c'est qu'elle doit aller sauver un homme qui est au milieu de la mer. Ça, c'est le début de mon histoire. Maintenant, je vais continuer pour voir comment elle est construite, cette histoire-là. Fait que vous voyez, je pourrais discuter du genre puis même des éléments du texte. J'ajoute des informations en faisant des inférences. Comme là, il y avait beaucoup d'inférences à faire. Comme quand elle dit « un homme à la mer », s'écrit-elle, mais de comprendre c'est parce que l'homme a un problème et elle veut le sauver, mais c'est pas dit nulle part. C'est dit juste à la page qu'ici où ça dit « je pars à sa rescousse ». Mais là, il faut que tu saches rescousse, c'est quoi, puis partir à la rescousse de quelqu'un, c'est quoi. Puis à ça, la ressource de qui? Il n'est plus là, le personnage était à la page précédente. Donc, il y a beaucoup d'inférences qu'il faut faire. Je fais beaucoup d'inférences d'anaphores, hein, comme par exemple partir à sa rescousse. On parle d'un personnage qui n'est plus là, qu'on a nommé avant. Un anaphore, c'est l'utilisation des pronoms ou des synonymes qui nous permet de faire des liens entre les différents mots que l'auteur utilise.
J'ai parlé, par exemple, d'un problème à régler. J'ai parlé que la reine n'a pas l'air de bonne humeur parce que je le vois sur les indices du texte. Elle crie. Donc, j'ajoute beaucoup d'informations pertinentes. Puis, je démontre des stratégies pour aider à comprendre les mots, comme par exemple, j'ai vu majestueuse, j'ai vu l'image, la tour est majestueuse. Il y a un petit mot dans le grand mot, c'est ce qu'on appelle la conscience morphologique, hein, donc de l'analyse des racines, des préfixes, des suffixes qui m'aident à comprendre les mots, mais aussi une stratégie pour comprendre la phrase. Hein, donc, je vais le lire en 2 temps. Je vais faire un petit résumé de ma phrase. Je vais continuer à lire. Si je n'ai pas compris, je peux relire. Donc, c'est toutes des stratégies importantes. J'utilise l'image. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a plein de stratégies que je peux modeler. Puis même, pour comprendre mon texte en général, vous voyez que toutes ces stratégies-là contribuent à la compréhension des textes. Mais ce n'est pas tout. Je pourrais aussi leur montrer à lire des mots. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais je vais vous donner un petit exemple. OK? Donc, dans la page qui suit, je vais peut-être montrer un peu la suite de l'histoire pour ne pas vous perdre dans l'histoire. Juste un instant, je vais remettre l'histoire. Donc, ce qui se passe, vous allez voir, petit instant, voilà. Regardez, tous les marins se mettent à faire toutes sortes de choses. Hein. Une fois les amarres détachées, ça veut dire que les cordes se sont détachées, le navire ne bouge pas. Ça crée un gros problème. Hein. La reine Ixassode accourt sur le pont. Mais je suis entourée de gamins, maugrait-elle. Elle dit ça de façon fâchée. Quand tu maugrais, tu le dis de façon fâchée. Nom d'un mijoté de marmotte à moteur, les rameurs. Les avirons ne sont pas faits pour jouer à l'épée. Assoyez-vous et au travail. Et que ça saute! Ben oui, regarde, ça joue à l'épée. Celui-là en haut qui se promène, il ne travaille pas. C'est vraiment des mollassons. Hein? Et là, la reine se fâche, puis elle leur dit, hein, parce qu'elle a dit, vous faites comme des gamins, vous êtes comme des enfants, vous jouez. Allez. Et là, le navire se met à avancer. Il l'écoute quand même, cette reine-là. Hein? Oh, elle n'a pas l'air de bonne humeur encore. Et tout à coup, le mot suivant, c'est un mot que je pense qu'on serait capable de lire ensemble. Hein? Dans le mot suivant, je vois au début la lettre B qui fait le son B et la lettre A qui fait le son A. Si je mets le B avec le A, ça fait ba. Ça, c'est ma première syllabe. Et ensuite, j'ai T qui fait T. Et j'ai le E-A-U qui fait O. Hein? On l'a appris ça cette semaine, le E-A-U à la fin des mots, ça fait le son O. Donc, le son T avec le son O, ça fait to. Hein? Donc, j'ai lu bateau. Donc, tout à coup, le bateau part à la dérive. Hein? On le voit ici. Hein? Le bateau qui s'en va à la dérive, ça veut dire qu'il s'en va perdu au milieu de la mer. Et la reine Ixassode fonce vers la proue. Je suis entouré de porcs, ronchonne-t-elle. Nom d'une fesse de girafe au tofu fondant. Commandant! Cessez de vous décrotter le nez. Ben oui, regarde, il se décrotte le nez. Oh non! Tenez-moi cette barre à 2 mains, mettez le cap à tribord et que ça saute! Et le bateau se dirige à tribord. Hey, j'ai remarqué quelque chose là-dedans. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs mots qui commencent par le son. Il y a même des à la fin des mots. Fait que l'auteur s'amusait avec le son dans cette phrase-là. Écoutez bien ça. Nom d'une fesse de girafe au tofu fondant, commandant. Quand il dit fesse, dites-le moi avec moi. Fesse. Ah. Est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin du mot que j'entends le son? Dites-le avec moi. Fesse. Ah oui, c'est au début des mots. Oui, au début. Donc, je vais aller voir le mot fesse, c'est ici. Ah, le son, c'est écrit avec la lettre F. Un autre mot maintenant. Le mot girafe. Dites-le avec moi. Girafe. Oh, le son, est-ce qu'il est au début, au milieu ou à la fin du mot? Dites-le encore. Girafe. Oh, c'est à la fin du mot. Oui, bravo Simone. Donc, à la fin du mot, girafe, on va voir que le son
à la fin des mots, ça s'écrit rarement juste avec un F. Souvent, il va y avoir un E à côté. C'est un E muet. Oui. En français, souvent, quand on dit les consonnes à la fin des mots, hein, il faut ajouter un E muet pour dire qu'il faut bien prononcer la consonne. Oui. Il y a plusieurs mots qui sont comme ça. Puis je vais vous en montrer d'autres exemples. OK? On continue. Le mot tofu maintenant. Tofu. Dites le mot avec moi. Tofu. Oui, vous avez dit le F au milieu du mot. Et on va aller voir au milieu du mot tofu. Ce son-là a été écrit avec la lettre F. Fait qu'on voit que souvent, hein, le son F s'écrit, que ce soit au début, au milieu, à la fin des mots. Mais à la fin des mots, il ne faut pas oublier, il y a souvent un E qui va suivre, hein, un muet. Ben, le son F, ça s'écrit avec la lettre F. Hein, donc, la lettre F fait ben oui. Donc, on va voir, y a-t-il d'autres F dans ça? Oui, dans fondant ici, oui, puis il y a le son F au début. On regarde, est-ce qu'il y a d'autres F? Ah, le mot fonce. Hey, tu as des bons yeux, Myriam. Tu as vu le mot fonce. Mais au début, quand je dis le mot fonce, je dis aussi le son F au début. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une lettre qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît bien son son, et ça nous permet de savoir aussi quand on veut écrire le son F, c'est écrit souvent avec la lettre F. Il faut faire attention à la fin des mots, c'est souvent un F avec un E muet. Comme par exemple dans le mot saute ici. Quand je dis le mot saute, vous voyez, il y a un E muet. Pourtant, le son que je dis à la fin, c'est le son T. Mais le son T à la fin, si je veux bien le prononcer, il faut que je mette le E muet à côté. Je ne le prononce pas, hein? C'est juste un mot à une syllabe. Saute. Mais le son T à la fin, pour bien le prononcer, ça me permet de voir qu'il y a un E muet à côté. Donc, vous allez voir que souvent, les lettres E à la fin, ce sont des lettres, c'est le E muet qui est là, qui me dit que la consonne de devant, je dois la prononcer lorsque je la lis. OK. Ah, je pourrais faire une petite dernière chose. Tant qu'à y être. Ah, dans ce texte-là, il y a souvent hein, le mot la hein, qui revient. Comme ici, je vois, il part à la dérive. Ici, on a la reine au début de la phrase. Fonce vers la proue. Ouais. Tête-moi cette barre, deux mains que ça saute et on a 3 fois le mot là. Vous savez, on a parlé beaucoup des mots fréquents. Hein? On a une liste de mots comme ça, des mots fréquents. Ce sont des mots qu'on reconnaît. Est-ce que tu vois d'autres mots qu'on a appris? Oui, le A, oui, tu le reconnais. Le, qu'on a déjà vu. Oui. Ah, le A, il y en a qui le voient encore. Oui. Ah, il y en a qui ont vu le de. Oui, le de, on le voit souvent aussi dans les pages. Ça, c'est des mots qu'on a appris à lire et écrire. Hein? Et cette semaine, vous allez voir, on va parler beaucoup du la. Okay? Ça fait partie de nos mots courts fréquents qu'on a à apprendre à lire et à écrire. Ça va? Donc, est-ce que j'ai manqué des questions? Là, ça va vite, là. Donc, ça va, ça va, ça va. Oui, donc vous avez vu que j'ai travaillé des sons, des lettres. OK? Donc, j'ai parlé des sons. Au départ, je parle souvent des sons qu'on a prononcés dans les mots, puis je fais le lien avec les lettres qui s'écrivent. J'ai aussi démontré comment décoder, comme le mot bateau. C'est un mot qu'on n'avait pas encore vu, mais ils connaissent les correspondances son lettres pour bateau. Fait que j'ai montré comment le décoder. J'ai expliqué les lettres muettes. Là, j'ai pris le E muet, mais ça pourrait être d'autres lettres muettes, comme un S muet qui dit que. Ici, j'en ai-tu d'autres lettres muettes? Je regarde. Tribord avec le D. Celui-là est un peu plus compliqué. Bord qui fait penser à border. Donc, je pourrais faire des liens avec des mots de la même famille pour expliquer qu'il y a des muets à la fin des mots. Fait qu'il y a des lettres comme le E muet qui sert plus à la prononciation, qui nous dit que finalement, il faut prononcer la consonne. C'est des constantes de l'orthographe. On a aussi des lettres muettes qui sont là à cause de liens morphologiques. Donc, ça veut dire la racine du mot. Ça vient de la racine du mot, cette lettre-là. Fait que c'est des choses qu'on peut expliquer. Donc, je discute de la préfixe, suffixe, racine des mots. Vous avez vu que je l'ai fait avec ma gestuelle, c'est des choses importantes. Puis, je pourrais reconnaître des mots fréquents. Donc, vous voyez, je peux faire des enseignements vraiment reliés à la lecture de mots là, de façon spécifique. Donc, encore ici, je vous ai mis vraiment toutes sortes de choses qu'on pourrait travailler avant, pendant et après un livre. Donc, avant, susciter l'intérêt,
On pourrait même préciser son intention de lecture, dire on va lire ça pour comprendre pourquoi elle s'appelle la reine et que ça saute. C'est un drôle de nom, ça. Hein? On pourrait même explorer la structure d'un texte, dire ben, c'est une histoire qui raconte. Hein? Puis quand c'est narratif, quand ça raconte, il nous faut un début, un milieu et une fin, puis parler des différents éléments de l'histoire auxquels on s'attend. Pour travailler la lecture des mots, je peux parler du son de certaines lettres, je peux faire du décodage de mots devant eux, je peux expliquer les lettres muettes, parler des préfixes, suffixes et racines des mots, surtout à partir de deuxième année. On sait que la conscience phonologique est moins prédictive du succès en lecture, ça devient plus la conscience morphologique, donc la conscience des racines, des préfixes et suffixes. Puis ça, on en parle beaucoup dans le nouveau guide de l'enseignement efficace pour les habiletés de base. Puis je fais aussi de la reconnaissance de mots fréquents qui apparaissent parce qu'on sait qu'il faut enseigner rapidement ces mots-là parce qu'ils sont très utiles. Parce qu'il y a une liste de 90 mots qui nous permet de savoir que ces 90 mots-là, ça permet de lire la moitié de tous les textes. Puis c'est tous des petits mots comme le, la, avec, dans, les pronoms personnels, etc. Travailler du vocabulaire et des expressions, je vous ai mis toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser. Vous voyez que j'ai utilisé, par exemple, des trucs comme parler des morphèmes du mot, de ses racines, entre autres. On pourrait lire le mot, on pourrait écrire le mot ensemble pour s'en rappeler. Fait qu'on peut avoir plus de techniques encore lorsque les enfants vieillissent pour enseigner le vocabulaire. Parler des phrases, des types de phrases, de la ponctuation, des limites de la phrase, de la fonction des mots et de la grammaire. Parler des types de textes, de sa structure, des éléments littéraires, de son organisation. Je pourrais parler des marques de dialogue, mais aussi des marqueurs de relation. Dans ce livre-là, il y avait le tout à coup et soudain. Puis ensuite, à chaque page, il y a un beau mot qui permet de montrer des marqueurs de relation importants dans une histoire. Expliquer des inférences. Je vous ai mis des types d'inférences qui sont vraiment utiles à travailler pour approfondir la compréhension. Et toutes sortes de stratégies de lecture que je peux aussi modéliser. Donc, retourner en arrière, à fouiller dans un dictionnaire, comprendre le sens de quelque chose que j'ai lu, que je sais c'est quoi, je l'ai lu, mais je ne sais pas le sens. Donc, j'utilise le contexte pour comprendre ça. J'utilise la ponctuation, je cerne l'information importante. C'est toutes des stratégies de lecture qu'on montre aux enfants. Évidemment, il faut décoder les mots avant, mais après, quand tu le décodes et tu ne sais pas c'est quoi, il faut une stratégie pour essayer de comprendre son sens. Ensuite, rappeler à la fin de l'histoire, cette histoire-là, pour s'en rappeler, il y a 3 parties. La partie 1, c'est le début, puis là, je raconte ce qui s'est passé en nommant le personnage principal, la situation initiale. Ensuite, le milieu de l'histoire, c'est nos événements. C'est toujours le même événement. La reine veut aller sauver l'homme, mais ils sont paresseux, ils font n'importe quoi. Elle se fâche, elle crie des noms. Et ensuite, les marins écoutent. Puis à la fin, en fait, ce qui est intéressant à cette histoire-là, c'est une fin un peu inattendue. Un coup qui arrive à l'homme sur le radeau, l'homme du radeau dit « Écoute, moi, je suis au milieu de la mer parce que je voulais avoir la paix. » OK? En fait, OK. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir la paix. Elle embarque ces choses, elle dit embarque dans le bateau, allez vous amuser, vous voulez vous amuser? Moi aussi, je vais être au milieu de la mer, puis relaxer, puis respirer par le nez. Parce que c'est pour ça qu'elle s'appelle et que ça saute. Elle crie tout le temps, elle veut que toutes les choses se passent rapidement. Fait qu'elle voit le bienfait d'être au milieu de la mer puis de se calmer un peu. Fait que c'est quand même quelque chose de drôle, c'est humoristique, toutes sortes de, vous voyez, de jeux de mots aussi, là, puis ça fait rire les enfants, évidemment. Après ça, dire, moi, le bout que j'ai aimé le plus, les mots que j'ai appris, que j'ai adoré, tout ce qu'on a appris. Donc, on va le refaire. Fait que vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on faisait maternelle jardin, mais on est rendu avec des contenus d'apprentissage qui sont beaucoup plus spécifiques à la première et deuxième année. Donc, j'ai mis les éléments importants ici. Mais évidemment, avant de terminer cette formation-là, il nous reste environ 23 minutes, parfait. Je vais vous parler de l'écriture interactive enrichie. Donc, je vais vous faire une démonstration de l'écriture interactive enrichie avec le logiciel que j'ai sous la main. Puis, je vais vous montrer une démonstration dans une classe. J'ai des photos, ils l'ont fait dans une classe, qui ont utilisé un autre logiciel. Donc, j'aime l'utilisation de certains logiciels pour faire ça parce que ça nous permet de gagner du temps, mais ça pourrait même se faire sans logiciel, évidemment. Donc, je vais juste ressortir mon histoire. Donc, ce que je fais, c'est que je vais retourner au début dans l'application. Puis, vous voyez à droite, il y a « Créer ton histoire ». Lorsque j'appuie là-dessus, je peux aller et faire des histoires avec les illustrations, avec des outils qui sont là.
Ce qui est bien, c'est que j'ai accès aux illustrations, puis vous allez voir, je pense, est-ce que j'ai commencé? Non, celui-là, je ne l'ai pas commencé. Donc, vous savez que l'histoire, habituellement, quand on veut faire écrire, hein, la compétence à écrire, on sait que c'est en 3 temps. Hein? Le premier moment, c'est il faut planifier notre histoire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va planifier notre histoire. Mais ce qu'on va faire, ce que je vous propose comme activité, c'est qu'on va penser à notre histoire, comment elle est structurée. Hein? Vous savez, c'est toujours la même histoire. La reine essaie d'aller vouloir sauver l'homme, mais là, elle rencontre un problème avec ses marins sur le bateau. Fait que là, il faut qu'elle se fâche, puis elle crie, puis là, les marins l'écoutent, puis enfin, ils repartent. Hein? C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, on va créer une nouvelle section dans l'histoire. Ça veut dire qu'au milieu de l'histoire, on va ajouter un autre événement où elle va avoir un problème, elle va se fâcher, puis elle va crier des noms, puis elle va donner des ordres, puis après ça, les marins vont l'écouter. C'est une bonne idée, ça? OK, ça, c'est la structure que Caroline a utilisée. On va l'utiliser, nous autres aussi. Donc, on a besoin de savoir où est-ce que ça se passe. Donc, où est-ce que vous aimeriez que ça se passe? On peut faire une vote, une discussion. OK, ça va se passer sur le bord de la plage. Bonne idée. Ça nous fait penser à l'été qui vient de passer. Et il nous faut nos personnages. Donc, j'utilise en bas, vous voyez des petits onglets. Ce qui est bien, c'est que je gagne du temps. Puis, je peux vraiment utiliser du visuel, surtout pour des premières années. Ça permet de mieux mémoriser de quoi on a parlé. Donc, par exemple, on a besoin d'une reine. Tiens, une reine en colère. Puis là, ce qui est bien, les enfants sont meilleurs que moi là, pour manipuler tout ça. Là. On peut la grossir, la rapetisser, la mettre n'importe quel bord. Fait qu'on va aller la placer. OK. Et on va dire qu'elle est sur le bord de la plage. Puis là, ah oui, il nous faut des marins. Oui, il nous faut des marins. Tiens, on va mettre des marins ici qui nagent dans l'eau. OK. Donc, vous voyez, je m'en viens pas pire. Oui, mais là, il faut qu'il y ait un problème. Hein? Oui, c'est vrai. Ah oui, tiens. Il y a une sirène qui va déranger les marins. Ben oui, elle va distraire les marins. Ben oui, savez-vous pourquoi? Parce qu'elle écoute la radio trop fort. Ben oui, regardez, elle fait le party, la reine, pas la sirène. Hein? Elle se passe encore, c'est l'été, elle écoute la radio, puis là, les marins deviennent tous, ils veulent danser, ils veulent plus pas en tout travailler sur le bateau pour aller sauver. Vous voyez, on pourrait mettre d'autres marins. Tiens, y en a-tu un qui est en train de danser? On n'en a pas. Tiens, lui, on dirait qu'il danse. Tiens, il est en train de danser sur la musique. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Là, la reine va falloir qu'elle se fâche, hein, puis qu'elle dise, wow, les marins, là. Puis il va falloir qu'elle utilise souvent le même son quand elle parle, hein, parce qu'elle leur crie toutes sortes de noms. Puis là, à la fin, elle pourrait demander à un marin de nager, puis d'aller demander à la sirène de fermer sa radio. Puis comme ça, ils vont rembarquer sur le bateau, puis ils vont pouvoir repartir. Ah, vous voyez, ce qu'on vient de faire, c'est la planification de l'histoire. Comment je l'ai faite? J'utilise beaucoup du visuel. On pourrait utiliser aussi des mots-clés qu'on pourrait écrire sur le tableau. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'on a planifié, qu'on a pris le temps de mettre nos idées, on a réutilisé la structure de l'histoire, parce que ce qui est intéressant, ça nous permet de parler des structures du récit, puis la structure propre à ce livre-là. J'ai utilisé beaucoup de visuels, on pourrait dessiner des choses par-dessus, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais ce que j'aime avec ça, c'est qu'il n'y a pas 10 millions de choix, ça réduit les choix. Puis des fois, c'est dur aux enfants juste d'imaginer. Fait que comme ça, ils peuvent choisir à partir d'un set d'images. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est notre partie planification. Puis ce qu'on peut faire, on peut sauvegarder la page. Puis on va dire, demain, on va écrire le texte. Maintenant, nos idées sont claires. OK? Puis ça va nous aider, nous rappeler. Ce qui est bien, le lendemain, on pourrait arriver puis dire, oh, c'était quoi donc l'histoire? Puis qu'il y en a un qui nous raconte, grâce à l'image qu'on a créée, qu'est-ce qui va se passer? Hein, on pourra même continuer à écrire des mots sur l'écran du iPad. Oui, effectivement, ce qui est intéressant, là, je peux commencer à écrire des mots. Donc, il y a une petite fonction texte, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a une fonction micro aussi. Donc, on pourrait s'enregistrer puis dire, ce serait quoi la première phrase qu'on veut écrire? La dire avant. Puis partir de l'oral, comme là, il y en a peut-être qui vont dire, OK, la sirène écoute la musique trop fort. OK, la sirène, elle écoute la musique trop fort. Fait que là, il dit ça, on l'a dans notre enregistrement. Fait là, on pourrait l'écrire. Hein? Donc, par exemple, la. Puis là, je dis, il ne faut pas que j'oublie, hein, ma lettre majuscule. Hein? Ben oui, c'est au début de la phrase. Donc, je peux faire quand même des rappels de certaines choses, puis je modélise, hein, par exemple, la sirène. Oh, là, j'ai de la misère, mon clavier, il n'est pas français. Bon.
Donc, la sirène à l'écoute. Wow! On ne peut pas écrire ça, la sirène à l'écoute. Non. Hein? Ce n'est pas la sirène, elle écoute. Non, on ne pourra pas dire ça. Quand on fait une phrase, il faut choisir. Ou bien on dit elle écoute la musique trop fort ou la sirène. Qu'est-ce qu'on va dire? Ouais. On ne peut pas dire elle. Parce qu'on ne sait pas de qui le lecteur ne saura pas de qui on parle. Fait qu'on va dire la sirène. OK. Écoute. Désolé, je n'ai pas mes accents là, mais il faudrait que je retravaille. Ah, il est là, c'est marqué anglais, français. Voilà. OK. Ça marche-tu? Oui, la sirène écoute la musique trop fort. Oh, on avait vu l'expression, hein? Quand c'était très fort, hein? On avait appris l'expression. Est-ce qu'il y en a un qui s'en rappelle ou il y en a une? On avait vu ça dans l'autre livre qui s'appelle XYZ. Oui, oui, Mélanie, tu t'en rappelles? À tue-tête. Tu t'en rappelles, hein? À tue-tête, ça veut dire que c'était très fort. Hein, on pourrait écrire ici, hein? La sirène écoute la musique à tue-tête. C'est un beau mot, ça. Hein? Dans les histoires, on aime mettre. Bon, fait que vous voyez, je pourrais utiliser puis faire du modelage, discuter de la phrase. Puis là, je pourrais comme oublier mon point puis continuer à écrire. Puis je pourrais laisser, puis je dis aux enfants, vérifiez, hein? Si jamais vous voyez des erreurs, vous me le dites. Et je pourrais même aller plus loin, dire ensuite, OK, lait marin. Oh, le lait, c'est un mot court fréquent qu'on a appris à écrire. Tiens, Stéphanie, viens l'écrire. Fait que là, elle vient l'écrire, puis là, elle écrit lait comme ça. Elle oublie ça en majuscule, on ne dit rien, personne ne dit rien, on continue. Marin. Tiens, marin, c'est un mot qu'on ne sait pas écrire, mais on peut utiliser nos correspondances sans lettres pour l'écrire. Oui, tiens, je vais demander à Anne-Marie. Donc, Anne-Marie, marin. Comment on va l'écrire? Hein? On le sépare en syllabes en premier. Marin, on va écrire le ma. Ah, le ma. Oui, le ma, c'est comme le petit mot ma qu'on sait écrire. Oui, c'est M-A, bravo. Puis rein, comment on va écrire rein? Quand je dis rein, je dis le son R qui s'écrit avec la lettre R, oui, et le son in. Ouais, on a vu que ça peut s'écrire de plusieurs façons. A-I-N, I-N. Mais je vais vous donner un truc. Pour vous rappeler, marin, que ça s'écrit avec I-N, OK? Les marins travaillent dans la marine. Marine, c'est I-N, marine. Ah, ça va nous rappeler que marin, ça s'écrit I-N, avec un mot de la même famille, comme la marine. Donc, le I de marine, ça nous dit que ça s'écrit I-N. Ouais, c'est beau. Là, j'attends, personne ne réagit. On a oublié le S, c'est voulu. On écrit nos phrases. Après ça, je dis, OK, il y a peut-être des erreurs dans notre texte. Ce qu'on va faire demain, on va réviser, hein? Puis on va corriger aussi. Réviser, ça veut dire qu'on va regarder, on va la lire, voir si on a bien écrit notre intention d'écriture. Hein? Il y a un problème, elle se fâche et ensuite il va y avoir une solution. On va voir s'il y a ça dedans. Oui. Puis après ça, on va aller vérifier hein, nos majuscules, nos points, nos pluriels, les espaces entre les mots. Donc, on va aller voir tous ces aspects-là, puis on va être sûr qu'on n'a pas oublié de lettres ou peut-être qu'on a mal orthographié des mots. On va aller s'assurer que ce soit bien fait parce qu'il faut le publier. Ça, c'est une autre activité qu'on peut garder, puis aller retravailler, puis voir, ah ben oui, c'est vrai, on avait oublié notre majuscule, on avait mis notre point. Ah, le S du pluriel, on s'en rappelle. Il faut le dire au lecteur qu'il y en a plus qu'un, fait qu'il faut mettre un S. C'est un S qui ne se prononce pas, c'est un S muet à la fin qui nous dit qu'il y en a plusieurs. Ouais. Puis là, on peut aller retravailler dans un troisième temps tout l'aspect correction, révision et même publication. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire une capture d'écran, on peut l'imprimer. Et ce qui est bien, surtout si on a une version, moi j'ai une version papier de l'album, on le remet dans le coin lecture, puis on va ajouter dans la page les éléments. Fait qu'on a comme un livre qui a déjà des éléments ajoutés par les élèves. Évidemment, là, vous allez me dire, ouais, mais ce logiciel-là, on ne l'a pas. Bon, je vais juste fermer ça un instant. On l'a fait dans une classe avec Pixton. Je sais que tous les enseignants de l'Ontario ont accès à cette licence-là. Merci, Simone, pour mettre les éditions Fonfon. Donc,
sur le iPad, le logiciel que j'ai utilisé, c'est publié par les éditions Fonfon. Il y a 3 livres qui sont faits comme ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a le logiciel Pixton qui fait exactement la même chose, qui a une banque d'images pour avoir des... Et on peut même importer des images dedans, donc prendre le personnage d'un livre puis le mettre dedans. Puis vous voyez, ils ont fait la même chose avec ce logiciel-là. Tout d'abord, elle a utilisé son tableau blanc interactif avec l'histoire du loup qui voulait changer de couleur, puis ils ont fait un récapitulatif de l'histoire. Donc, du lundi au vendredi, chaque jour, ils voulaient changer de couleur. C'est intéressant, elle a fait écrire les élèves au tableau, puis elle a, par exemple, travaillé le « ou » de « rouge » en OU ici. Puis ensuite, elle a dit, OK, là, le samedi, d'abord, il pourrait devenir de quelle couleur? Et là, ce qui est intéressant, les élèves ont fourni des idées. Puis le bâton, ils ont choisi le blanc. Puis ensuite, comment il va changer de couleur? Parce que dans l'histoire, c'est toujours dans cette structure-là. C'est un loup qui veut changer de couleur. Puis des fois, c'est avec de la peinture. Des fois, bon. Là, ils ont donné des idées. Il pourrait être en se mettant du lait, du chocolat blanc sur lui, etc. C'est quand que ça va se passer? Puis ils ont choisi l'hiver. Puis c'est où que ça va se passer? Puis ce qu'ils ont fait, à partir de leurs idées, ils sont allés chercher des images dans Pixton pour pouvoir créer les illustrations. Fait que là, ils jouent à l'illustrateur. À la deuxième journée, ils ont dit, OK, on va commencer à écrire le texte maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Puis ce qui est intéressant, c'est que parfois, elle modélise selon ce que les élèves ont dit, à partir des phrases qu'ils ont dit, puis elle montre comment on embellit pour avoir du registre littéraire quand on écrit. Mais des fois, elle leur demande aussi d'écrire, comme par exemple, dans l'histoire, ça dit toujours « ça ne marche pas ». Fait que là, elle voudrait que les élèves écrivent « ne marche pas ». Premièrement, parce que les mots « ne pas », c'est des mots courts fréquents. Elle a expliqué la phrase négative avec le « ne pas ». Elle a expliqué souvent les verbes sont entourés du « ne pas » dans les phrases négatives. Fait qu'il y avait plein d'apprentissages là-dedans. Puis elle voulait voir s'ils sont capables de l'écrire en utilisant leur correspondance, son lettre, et d'écrire les mots courts fréquents. Fait qu'on voit plusieurs élèves, comme ici « ne marche pas », elle a l'air très bonne, mais lui, il y a « NM » ou elle, « nm »,« h pas ». Fait que lui, on voit que sa production écrite est plus approximative. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait faire une écriture à tout le monde, puis après ça, elle va montrer la norme orthographique, donc ne marche pas, puis il va pouvoir expliquer pourquoi ça s'écrit comme ça. C'est bien décoder le m, a, r, ch, avec le e muet à la fin, le fameux ne pas, qui s'écrit comment. Et elle pouvait même laisser des erreurs pour qu'à la fin, ils puissent se garder un moment de révision, d'avoir une troisième activité de révision-correction. Ce qui est bien avec ça, c'est facile. Tu l'imprimes et tu l'ajoutes au livre qui est ajouté au coin lecture. Fait que les jeunes vont même lire leur bout d'histoire, sont même fiers. Il y a même eu des activités de présentation du livre dans d'autres classes pour dire on a ajouté un élément. Fait qu'ils faisaient lire le livre à l'autre classe avec la page supplémentaire. C'était des activités très, très, très authentiques. Puis je vous ai mis un petit aide-mémoire pour dire, quand on planifie, on planifie surtout la structure puis les éléments littéraires qu'on veut mettre. Hein? On n'est pas tout de suite dans le vocabulaire, tout ça. On est beaucoup sur notre structure, nos idées. Puis ensuite, dans la rédaction, révision et correction, c'est là qu'on travaille de façon plus précise l'orthographe des mots, l'aspect grammatical de l'orthographe aussi, notre ponctuation, l'enrichissement du vocabulaire comme le as-tu-tête ou des expressions pour montrer que lorsqu'on écrit, on a un registre langagier un peu plus soutenu à partir de notre oral, puis de tout réviser aussi à faire ça, notre révision, notre correction à partir de ces éléments-là. Des questions? Donc, merci énormément, Simone, d'avoir mis le lien à Pixton, le lien aux éditions Fonfon. Merci. Mais je sais que les enseignants de l'Ontario, vous avez accès, vous avez une licence du niveau de l'Ontario. Donc, des questions ou des commentaires? On a encore un bon 8 minutes. Parfait, hein? On est entré dans nos temps. Je vais arrêter l'enregistrement à ce point-ci.